Bon, on va commencer le podcast. Quand Un de tu ces quatre. veux. On se rappelle, on met de l'énergie. T'étais pas satisfaite de la dernière Mais fois. la dernière fois, j'ai lancé pour la première fois. Et il n'y avait pas Robin, du coup, c'est la première fois qu'on faisait les visites tous les deux. Et j'ai fait « Et bonsoir !» Quand je me suis écoutée, je te bonsoir. je fais comme ça. Et lui, il fait « Salut !» Vraiment, genre, Vous allez pas me taper Me tapez pas, s'il vous plaît. il n'est pas encore sorti cet épisode en plus, mais genre vraiment, quand je Moi, j'en suis m'entends- content. On est un peu non, mais timide au début. Ouais, mais c'est pas- le lancement, il est vraiment genre C'est très normal. timide. Mais après, sinon, c'est ok. Surtout qu'en plus, c'est un sujet qu'on maîtrise. Sur toi, tu maîtrises beaucoup. Ouais. Et moi, C'était de le la poser les triche. questions, tout ça, c'est ok, tu vois. Mais on va faire un lancement énergique. Non, fais pas trop. Faut trouver le sweet spot. Pas évident. Non, non, ça va être catastrophique. C'est quand tu veux. Et bonsoir Loïc, Salut, ça va? ça va et toi? Ouais, super. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Taisez-vous, Allez. qui est un hors-série. Le hors-série numéro, tadadin, je sais plus où je l'écris, 5. Hors-série numéro 5. Quand on cherche, on trouve, où on reçoit pour la deuxième fois Anaïs Vignol. Bonsoir Anaïs, Bonsoir tout le monde. comment ça va? Bah écoute, ça va, tranquille. La dernière fois, tu étais venue, donc tu étais l'épisode 33, on rappelle aux auditeurs si jamais vous l'avez... Et auditrices, bah, je vais me faire fâcher. Si jamais vous l'avez pas écouté, il était super, c'était sur la préhistoire. Et ce soir, on a décidé de te recevoir une seconde fois pour savoir un peu comment ça se passe tes postdocs. Parce que la dernière fois, tu étais partie en nous disant bah, « je viens de trouver un postdoc à Paris ». Et du coup, on s'est dit bah, ça serait bien de la revoir 1 an et demi après pour savoir comment ça s'est passé. Parce que moi, je sais que tu as bougé de ville et du coup, ça veut dire qu'il y a eu des changements dans les postdocs. Du coup, vas-y, qu'est-ce qui s'est passé pendant 1 an et demi? Bah écoutez, plein de choses. Effectivement, la dernière fois que je suis venue, donc c'était en décembre 2022, en fin d'année, et je venais d'obtenir un postdoc, j'allais dire sponsorisé, mais financé, Ouais, financé par l'Université Paris-Lumière, qui est donc un groupement d'universités entre l'Université Paris-Nanterre et Paris, je sais plus, Paris 4, je crois. Non, mais il y a trop Il y a trop de d'universités à Paris, c'est Ouais, catastrophique. clairement. Moi, je suis à Paris-Cité. Tadam. Je sais même pas où c'est, mais oui, à Paris, il y a trop de facs. Mais Paris-Nanterre, donc c'est, oui, comme son nom l'indique, est à Nanterre. C'est une fac de sciences humaines. D'ailleurs, si vous connaissez tous les événements de mai 68, ça a commencé un petit peu par là-bas, quoi. Donc c'est une fac un peu de gauche, on va dire. Légèrement de gauche. Thématique récurrente du podcast. C'est clair. Et donc voilà, j'avais un financement de ce groupement d'université pour 1 an de postdoc, donc là-bas, sur un projet qui cherchait à lier des thématiques liées plutôt au patrimoine et aux sciences humaines en général. Ok. Donc par rapport à ma thèse, qui était beaucoup plus axée, on va dire, sciences de l'environnement, donc il y avait pas mal de modélisation, de liens avec le climat, etc. Là, je suis retournée beaucoup plus sur des thématiques très sciences humaines, en fait, et plus spécifiquement sur l'histoire de la préhistoire, c'est-à-dire comment on a fait la préhistoire Ok. au cours du XXe siècle. Comment est-ce qu'on a raconté ce truc-là? Enfin, comment on se l'est représenté? Non, alors c'est plutôt comment on a fait la science, en fait. Plutôt épistémologique, du coup. Voilà, Ouais, il y la, avait- la création de la discipline, quoi. C'est vraiment plus un peu... Alors, c'était pas... Alors, la création de la préhistoire, ça remonte plutôt à la deuxième moitié du 19e. Ok. Donc, moi, je me suis vraiment focalisée... Alors, je vais pas m'autoproclamer épistémologue, parce que c'est pas le cas. Mais en tout cas, j'ai abordé des notions d'histoire en lien avec le développement de la préhistoire, notamment de terrain. Ok. Donc, je me suis intéressée à comment 2 archéologues, donc un qui était plutôt un archéologue amateur du début du XXe siècle et le deuxième qui était un archéologue
amateur qui s'est ensuite professionnalisé dans la deuxième moitié du XXe siècle. Donc j'ai travaillé sur ces 2 personnes-là qui ont fait du terrain, donc qui sont allés fouiller des sites archéologiques. Et moi, j'ai essayé de comprendre quelles étaient leurs méthodologies en fait, de terrain et comment est-ce qu'ils ont ensuite considéré leur collection archéologique, à la fois d'un point de vue de la conservation, dans le musée par exemple, comment on va classer les objets, est-ce qu'on va les mettre en bazar dans une boîte ou est-ce qu'on va bien les séparer d'une certaine façon, etc. Ok. Et comment ces données-là ont été ensuite publiées ou pas. Ouais, surtout si c'est de l'amateurisme de base, c'est pas. Alors oui. C'est pour rentrer, pour faire des articles scientifiques, c'est pas du tout. Enfin, si t'as pas de formation, si t'es pas lié à une université, c'est peut-être plus difficile, je suppose. Alors pas nécessairement, parce que la préhistoire à la base, c'est une science vraiment très amatrice en fait. Ok. Elle s'est professionnalisée plutôt dans la deuxième moitié du XXe siècle, Ouais, à donc- partir des années 50. Du coup, le Indiana Jones, c'est pas fake en fait. Ce truc-là de un peu des gens partent à l'aventure avec un sac à dos en disant je vais trouver un truc super. Alors, Voilà. c'est pas fake, ça Non, dépend. mais c'est pas fake dans le sens Et où puis il y a des quoi. sites archéologiques, oui, c'est Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'il y a à peu vraiment près des ça. gens C'est le qui ont côté fait réel, ça, qui ont pillé des sites archéologiques et en fait, peut-être ça a fait des découvertes et peut-être qu'ils ont Ouais, vraiment ouais, non, mais utilisé bien sûr, les ce que tu données veux à un dire. moment donné. Il y en a, ils Et, ont fait des collections privées, c'est sûr, mais. Comment tu as choisi spécifiquement ces archéologues-là à étudier? C'était des stars de l'époque ou c'est des gens particuliers, enfin qui avaient quelque chose de particulier à étudier? Alors, en fait, c'est assez marrant parce que donc c'est mon ancien directeur de thèse qui m'a apporté à ma connaissance cet appel à projet de l'Université Paris-Lumière. Et il m'a dit « Ah, mais regarde, c'est un truc, voilà, Université Paris-Lumière, enfin, Université Nanterre, et il faut que ça inclue un des partenaires de l'Université Paris-Lumière en dehors de l'université. Et donc, Ok. dans les partenaires, il y avait notamment le Musée d'archéologie nationale, qui est un musée national, voilà, un des 2 seuls musées nationaux dédiés à l'archéologie, qui se trouve à Saint-Germain-en-Laye, en région parisienne. Ok. On l'a jamais fait celui-là, faut qu'on fasse ça. En même temps, ouais, Saint-Germain. Non, mais oui, personne va à Saint-Germain, Ouais, pardon. c'est au bout du RER A, littéralement. Ouais. Donc. Ça fait une bonne raison d'y aller. Ouais. Mais les musées, c'est cool. Mais c'est très joli, il y a un très beau parc, et surtout le musée est dans le château royal de François Ier. Ok. Il est Stylé. magnifique. J'ai eu la chance d'y travailler pendant ma thèse. Et donc, en fait, on s'est dit, ah, mais c'est marrant parce que une partie des collections que j'ai étudiées dans ma thèse se situe là-bas. En plus, on a, donc pour la période que j'ai étudiée pendant ma thèse, le Gravétien, plus spécifiquement moyen. Le Gravétien moyen, on a voilà, un chercheur, ce fameux chercheur amateur, qui en fait a fouillé pas mal de sites en lien avec cette période, et également des sites sur lesquels je suis revenue travailler par des fouilles récentes. Ok. Donc là, en fait, c'est plus une sorte de coïncidence d'alignement des étoiles Ok. Ouais. qui fait que... Tu es tombé sur les mêmes sites que lui, vous avez travaillé sur des trucs et du coup, tu t'es dit, pardon pour le micro, je C'est vais pas pas regarder. Le monteur m'a regardé avec un regard noir, au secours. Du coup, par concours de circonstances, tu t'es retrouvé à fouiller un peu les mêmes sites que cette personne et du coup, comme il fallait que ce soit dans une thématique particulière, ça collait avec le sujet de l'appel à projet, c'est ça? Voilà, alors moi, j'ai pas fouillé ces sites-là, j'étais plutôt dans la partie étude Ouais, de ce qui avait été fait, ouais. Voilà, des collègues qui ont fouillé donc récemment. Mais en fait, il y a un côté alignement des étoiles où il y avait cet appel à projet, il y avait ces différentes collections. En plus, voilà, il y a un des sites qui a été fouillé par ces 2 chercheurs à des époques différentes. Donc, c'était aussi l'occasion de comparer en fait la méthodologie de ces 2 chercheurs sur le même site, avec voilà le même contexte. Ouais, ça enlève des variables. Tu peux étudier sur un même site 2 époques de méthodologie, quoi. Voilà, tout à... Et puis surtout oui, c'est ça, exactement, de comparer 2 méthodologies qui, dans un contexte en fait de construction de cette discipline, qui en fait, comme je le disais, était très amatrice. Donc en fait, il y avait un côté très, on va dire... Et puis aussi, c'est une science très jeune, c'est-à-dire qu'on était dans une époque aussi d'accumulation des connaissances, avec voilà, énormément de disparités entre les différents chercheurs, leur méthodologie, leur approche du terrain. Comme tu disais, il y avait effectivement au début du XXe siècle beaucoup de collectionneurs
qui revendaient Ouais, une c'est partie ça. des collections à l'étranger, avec notamment des cas hyper emblématiques dans la presse Ouais. de revente de pièces aux Allemands, etc., dans un contexte d'avant Première Guerre mondiale. Et c'est très intéressant de voir comment, en fait, même, voilà, je dérive un petit peu parce que c'est pas vraiment mon sujet, mais comment même à cette époque-là, il y a voilà, une propagandisation, en fait, de certaines affaires pour, en fait, monter l'opinion publique Ouais, d'accord. à l'époque, donc, contre les Allemands, pour, voilà. Alors moi, ça me fait juste penser à un mème, faut que je le dise maintenant, parce que après je vais oublier. Ça me fait penser au mème pourquoi les pyramides sont en Égypte. Parce qu'elles sont trop grosses pour rentrer dans le British Museum. J'adore. Du coup, ça m'a fait penser à ça, parce que c'est littéralement ça le sujet. C'est vrai qu'il tourne beaucoup, celui-là, il est bien. Il est bien. Donc il est à propos. Tout à fait. Et oui, et le fait que ce soit une science jeune, ça veut dire que les méthodes, elles doivent évoluer d'autant plus vite. Ça donne des rapports très, très différents, parce qu'on sait qu'au début, voilà, tout est à faire et ça va bouger très vite, puis au bout d'un moment, ça stagne un minimum. Donc... Oui. Puis tu es obligé de tester plusieurs méthodes pour savoir quelle est la meilleure. En fait, c'est un peu c'est sûr. en comparant ce que tu as trouvé, quelles sont les problématiques que tu as soulevées, tu commences à avoir un gold standard dans ta méthode, mais au départ, tu fais un peu, tu testes des trucs, quoi. Tu sais pas, avant qu'il y ait des guidelines, avant qu'il y avait une procédure, disons, de ce que tu dois faire, c'est un peu ouvert à la proposition, quoi. Et en plus, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a des personnes de background extrêmement variés, en fait. Donc, au début du XXe siècle, il y avait notamment beaucoup d'instituteurs, voilà, parce qu'ils avaient leurs vacances et du coup, ils avaient le temps, on va dire, dans le Périgord de fouiller. Donc, il y avait des instituteurs. Il y avait aussi des prêtres, beaucoup de prêtres comme l'abbé Breuil, par exemple, qui est voilà, un des préhistoriens les plus fameux du XXe siècle. Okay. J'aurais pas vu des prêtres fouiller le dimanche en mode enfin pas le dimanche du coup c'est justement le jour où il travaille le plus, je pense, un mardi classique. Oui, je pensais plus en semaine, quoi, genre. En semaine, j'ai raté. Okay. Et voilà, et après c'est vrai que voilà, dans le contexte de professionnalisation progressive, on va dire, de la discipline, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il commence à y avoir, il y a des tensions aussi qui se créent entre les amateurs qui, eux, connaissent très très bien leur contexte local, et des professionnels qui viennent parfois de régions parisiennes, de régions bordelaises et tout ça, et qui arrivent. Et du coup, il y a aussi, d'un point de vue socio-historique, en fait, énormément de choses qui se passent et qui sont en fait, assez importantes dans la façon dont les données sont produites. Et ça, c'était vraiment la problématique principale qui m'a portée sur ce sujet, c'est de comprendre pourquoi, quels sont les facteurs qui influencent ces données-là. Et finalement, est-ce qu'on peut caractériser ces facteurs d'un point de vue qualitatif pour pouvoir évaluer des biais, par exemple, à l'échelle d'une région. Okay. C'est vrai que dans le cadre d'une professionnalisation, j'imagine bien le côté académique et rigoureux qui arrive alors qu'il vient de l'extérieur et qui va être très mal pris par un amateur qui est vraiment à fond dans son sujet, qui sait il sait ce qu'il fait, il utilise ses propres méthodes, et il va peut-être être très réfractaire à cette arrivée d'une forme de professionnalisation. Vraiment, ce mot, c'est une galère. Ouais, c'est compliqué. Et j'imagine des clashs qui peuvent apparaître assez violents, quoi, dans ce genre de contexte. Et oui, parce qu'en fait aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que pour fouiller un site archéologique, on a besoin de faire une demande auprès de l'État. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est dans la loi depuis... je sais plus exactement. Bon, je vais pas dire de bêtises, donc je vais pas le dire. mais en gros, on a besoin de demander l'autorisation au propriétaire du terrain pour pouvoir avoir une autorisation de fouille. Et comme des personnes, parfois des amateurs, sont très implantés dans un contexte local, ils peuvent créer des blocages avec les propriétaires, ou bien les propriétaires eux-mêmes peuvent créer des blocages parce qu'ils se méfient ou parce que ils pensent que ces sites-là ont de la valeur, alors que depuis la loi de 1942, on a une patrimonialisation en fait, des sites archéologiques et des artefacts qui, normalement, quand on fouille un site archéologique chez vous, sur un terrain privé, vous avez un droit de revendication, on va dire, sur 50% des collections.
à condition que vous réussissiez à mettre en place des mesures de préservation, etc. Donc en fait, au final, c'est très compliqué. Ouais. C'est très coûteux, en fait, pour un privé de faire ça. Donc en général, les propriétaires lèguent leur collection À des musées ou à l'État. Voilà, ou... à l'État. Mais techniquement, tout ce qui sort de terre, en fait, est encadré par la loi. Et ça, c'est quelque chose aussi qui a bouleversé l'archéologie en France quand on a eu toute cette légalisation. Oui, parce qu'avant, c'était un peu genre, tu trouvais un truc sur ton terrain, t'étais roi du pétrole, quoi. C'était le Far West. C'est littéralement ça, parce que mon grand-père, quand il me raconte des trucs du Médoc avant, quand tu creusais trois trous, tu trouvais des trucs. Oui, c'est exactement ça. Les secrets bien gardés, quoi, des trucs que tu trouves. En tout cas, aujourd'hui, appel aux auditrices et aux auditeurs, si vous trouvez un site archéologique, n'hésitez pas à aller le signaler au service régional d'archéologie de votre région. Et à ne pas le détruire en essayant de creuser et de trouver des trucs. Juste vous prenez 2-3 pièces quand même pour montrer au service régional. Vous prenez un point GPS et puis des petites photos et voilà beaucoup. quoi. Vous savez maintenant. Et du coup, tu as fait ça pendant 1 an. Moi, c'est toujours ça qui me questionne autour des post-docs, c'est que ton sujet, il a l'air hyper vaste, hyper complexe. Dans le cadre d'une thèse, j'entends, tu avais 3 ans, parfois plus. Là, je me dis, travaille 1 an là-dessus. Bon, tu fais ta petite contribution, évidemment. Mais est-ce que tu as publié vis-à-vis de ça comment ça s'est passé ? Alors, effectivement, 1 an, c'est extrêmement court. En plus, là, j'ai plongé dans une discipline à laquelle j'étais pas encore très familière, donc j'ai dû aussi te mettre à niveau. Voilà, faire de la parce que ça ressemblait bibliographie. pas exactement à ce que tu nous avais raconté la dernière fois, où tu étais bien plus sur des petites. Moi, je me rappelle de flèches, avoir dit flèches dans Oui. où vraiment tu étais plus sur des petits items qu'on ramassait, gravait sans moyen et étudier à quoi ça servait, quoi. Donc on n'est pas du tout sur la même. Et même pas vraiment à quoi ça servait, mais comment c'était fabriqué plutôt. Ouais. Mais oui, effectivement, donc, je travaillais pas du tout le même beaucoup type plus concrètement sur les objets et pas vraiment sur leur contexte historique, en fait. En fait, dans ma thèse, j'ai un peu fait ça, mais ça restait quand même un axe assez mineur. Mais là, en fait, ce postdoc, c'était l'occasion de recreuser ça. Donc, j'avais déjà quand même quelques pistes dans ma thèse, mais là, j'ai pu aller plus loin, et notamment avec un plus grand corpus, d'une région très spécifique et avec 2 chercheurs. Donc en fait, j'ai vraiment pu essayer de dégager des tendances dans les pratiques scientifiques de ces 2 personnes. Et donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Effectivement, je ne l'ai pas creusé aussi loin que j'aurais voulu. Et là, d'ailleurs, j'ai plein d'idées, plein de nouvelles hypothèses. En fait, c'est un peu toujours pareil. À la fin du postdoc, tu as plus de questions que de réponses. En fait. Mais du coup, là, tu as publié des articles par rapport à ça et tu continues à collaborer avec les chercheurs en question, vu que normalement, en théorie, là, ton postdoc, il est fini, celui-là. Ouais. Ok, donc tu es toujours en collaboration avec eux, ça te fait un peu un réseau pour la suite, pour proposer des projets, etc. Parce que ça sert un peu à ça, les postdocs, normalement. Tout à fait. Alors écoutez, j'ai un petit peu pas arnaqué le game, mais disons que j'ai été intelligente. Allez, dis les termes. J'ai été maligne, voilà, c'est plutôt ça que je devrais dire, parce que donc quand j'ai commencé mon postdoc, j'étais en train de publier un chapitre de ma thèse qui portait sur une base de données de sites dans laquelle en fait j'ai recensé tous les sites du Gravétien moyen et récent en France et dans les marges. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rendu compte que finalement, pour discuter des biais de représentativité de ces données, je pouvais utiliser une partie de mes réflexions que j'ai développées au cours de mon postdoc et des observations que j'ai faites. Okay. Par exemple, une des choses que j'ai discutées dans cet article, c'est l'impact des méthodologies de conservation des collections après la fouille. Ouais. Donc, comment on conserve les collections et à quel point est-ce que ça peut invisibiliser certaines cultures archéologiques ou non. Ah, oui. Parce qu'en fait, on va avoir un traitement différentiel de certaines pièces.
certaines pièces qui vont être valorisées parce que c'est des outils, c'est des grosses pièces. Ouais, ça a l'air d'être un truc de fou, ça a l'air de valoir Voilà. un peu cher, ça. Ça avait le deux côtés, Francis, Alors, ça vaut cher. c'est ça, C'est un peu ça l'idée, tu vois. c'est plus vraiment une question de cher ou pas, mais c'est Ouais. une question de... On considère qu'à cette époque-là, on considère que c'est ça qui est caractéristique de la culture, Mhm. alors qu'aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup aux petits déchets et une vision beaucoup plus globale des collections. Et donc, en fait, dans certaines de mes collections, il y a toute une partie des pièces qui n'étaient pas lavées, pas triées, c'est-à-dire ok. qu'elles étaient mélangées avec de l'os, pleines de poussière et tout ça. Là, justement, j'allais te demander c'est quoi la méthode normalement pour faire ça? Genre, quand tu arrives sur ton site, que tu récupères des trucs, qu'est-ce que tu es censé leur faire comme traitement? Qu'est-ce que tu es censé et comment tu es censé les conserver du coup? Alors, c'est une très bonne question. Euh, Ne reproduisez pas ça à la maison. Disclaimer. C'était pas ça l'idée. En gros, la chaîne opératoire, on va dire, de la fouille, aujourd'hui, elle est relativement homogène en France. Je dis relativement parce que voilà, chaque site aussi a des spécificités, Ouais, chaque évidemment. équipe, etc. Et on a toujours aussi des développements méthodologiques de terrain. Oui. Mais le but, c'est de garder un maximum d'informations aujourd'hui parce qu'on sait qu'on détruit des sites et du coup, on détruit de l'information. Donc en fait, Oui. c'est un petit peu contradictoire parce que la seule façon qu'on a de recueillir de l'information, c'est de la détruire en fait. Oui, parce que tu es obligé de récupérer des trucs, des items, des choses qu'il y a dans ce site. Et donc, en faisant ça, tu fais des coupes de ce qui se passait. Exactement. Et tu perds de l'information il était posé là, à côté de ce truc-là, ça avait Voilà. du sens, quoi. Tout à fait. Et notamment aussi, un point important, c'est qu'on perd le sédiment qui est autour en général. Oui. Et ça, c'est important pour savoir, est-ce que ce sédiment, comment il s'est déposé? Est-ce que c'est genre une vieille coulée de boue qui a tout bazardé, qui a tout mélangé? Ou est-ce que... est-ce que c'est quelque chose qui s'est déposé très lentement et qui a quasiment pas bougé les objets? Voilà, aujourd'hui, on a cette approche-là qui n'a pas toujours existé dans la discipline. Et je dis ça sans dévaloriser le travail de nos prédécesseurs, parce qu'en fait, si eux, par exemple, n'avaient pas fait des fouilles beaucoup plus, on dit, expéditives aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils prenaient pas autant d'informations, on n'aurait aucune idée de la succession des cultures archéologiques dans la préhistoire. Parce qu'en fait, la façon dont on fouille, nous, ça prend 10 000 ans. Parce que vraiment, on va à 2 à l'heure, alors que eux, ils allaient beaucoup plus vite. Comme tu dis, ils dégageaient des grandes coupes. Ouais. Que nous, on mettrait aujourd'hui 50 ans à fouiller, en fait, avec nos méthodes. Ils vont au burin et à la tronçonneuse, et toi, tu y vas au pinceau. Exactement. Être rigoureux, ça prend du temps. Ouais. Voilà. C'est exactement ça. Et en fait, c'est important en fait, d'avoir les deux, parce que sans leurs approches dans le passé, on n'aurait jamais pu en arriver là où on en est aujourd'hui, en termes de réflexion aussi méthodologique sur ces différentes cultures archéologiques. Donc en fait, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on fouille généralement très lentement. On essaye d'abord privilégier l'étude des collections anciennes pour être sûr qu'il faut absolument retourner sur le terrain parce qu'il nous manque certaines données. Il y a certains sites, par exemple, où je pense que c'est pas forcément nécessaire de retourner sur tel site. Enfin, en tout cas, c'est pas prioritaire. C'est pas nécessaire de détruire ce site. Aujourd'hui, avec les connaissances qu'on a, peut-être que dans 50 ans, on aura d'autres questions de recherche et on se dira finalement, il faut absolument refouiller. Mais là, pour le moment, dans l'état actuel des connaissances, ça n'a pas d'intérêt d'aller plus loin dans la destruction du site, quoi. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on risque de dépenser un peu du temps et de l'argent pour rien, parce que finalement, on revient aussi à ça. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fouille, on prend beaucoup on essaye vraiment on prend beaucoup de soin, à recueillir la position spatiale des objets. Et ensuite, en fonction des études qui sont prévues, on a différents protocoles de nettoyage et de conservation. Par exemple, si on veut faire des études de traces, c'est-à-dire regarder les traces sur les tranchants des outils pour savoir à quoi ils ont servi, je ne vais pas les frotter avec ma brosse à dents sur les tranchants. Parce que ça va vraiment la trace. tout niquer. Voilà, c'est ça. Alors, on avait un gros chat qui était passé par là, mais on ne voit plus la trace de patte du gros chat. C'est ça. Donc aujourd'hui, on a des protocoles relativement bien établis où on essaye au maximum de conserver toutes ces informations, ce qui n'était pas le cas
tout au long du XXe siècle. Ouais. Maintenant, vous avez vraiment, pas que les objets en eux-mêmes, mais un peu l'environnement spatio-temporel qu'il y avait au moment du site. C'est de comprendre à quelle époque c'était, qu'est-ce qui s'est passé, et du coup, biologique et sédimentaire au niveau de ce qu'il y a en termes de roches, de choses, pour comprendre en fait ce qui s'est passé, c'est ça? Exactement, ouais. L'idée, en fait, c'est quand on est archéologue, on est vraiment des enquêteurs en fait du passé. Et moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans la fouille, ou en tout cas dans la compréhension d'un site, c'est de comprendre tous les aspects de son histoire en fait. C'est-à-dire que le site, il a une histoire scientifique, il a une histoire aussi historique, parce que peut-être que, je sais pas, au XVIe siècle, les gens ils prenaient ça pour une bergerie ou quelque chose comme ça. Et ça, en fait, ça va avoir un impact aussi sur le site, en fait. Ouais. Et on peut prendre un super exemple que j'adore. Si vous êtes allé aux Zézy et que vous avez visité la grotte de Fond de Gomme, c'est une grotte ornée avec des magnifiques bisons polychromes. Enfin, c'est vraiment, si vous passez dans le coin, allez-y, parce que ça donne des frissons. Enfin, c'est magnifique. Et en fait, c'est une grotte. C'est assez marrant parce que un des grands préhistoriens du sud-ouest de la France, qui s'appelle Denis Perroni et qui a fondé le Musée national de préhistoire aux Zézy, en fait, quand il était petit, il allait jouer dans la grotte avec ses copains. Et en fait, on a retrouvé des graffitis de quand Denis, ils étaient petits. de lui et de sa femme, genre qui ont fait un petit graffiti quand ils étaient amoureux et qu'ils étaient ados, quoi. C'est trop chou. C'est trop chou. Mais du coup, quand je suis dire le scientifique, après t'es là, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, parce qu'à l'époque, on savait pas que c'était de l'art préhistorique. Oui. Ça n'existait pas encore Enfin, c'était pas quelque chose qui était connu, quoi. Enfin, c'était pas dans le sens commun, connaissance c'est que ça. les gens. Oui, effectivement, maintenant, je pense que si quelqu'un tombe sur un bison ou des chevaux représentés peinture rupestre, je pense pas qu'ils vont dessiner dessus. Ça en dépend théorie, de l'âge de la personne, surtout. Ah oui, ça c'est sûr. Si tu retombes gamin avec ton amoureuse, si tu fais quand même un cœur avec la lettre. Peut-être. C'est possible. Mais ok. Et du coup, si on revient à ton contrat, donc qui s'est fini au bout d'un an, il s'est passé quoi après? Alors, est-ce que ça a mené à d'autres perspectives dans le même labo, ou est-ce qu'entre-temps, tu as démarché pour préparer la suite? Comment ça se passe quand tu es en postdoc, et comment tu t'assures un avenir avec un peu de certitude? Parce que c'est ça qui a l'air difficile à gérer dans ce cadre et ce type de contrat. Tout à fait. Alors effectivement, moi j'ai eu beaucoup de chance en fait. C'est-à-dire qu'en 2022, j'ai déposé 2 projets pour des financements. Donc ce projet à UPL, Université Paris-Lumière, et donc de 1 an pour l'année 2023. Et j'ai aussi déposé un projet européen qui s'appelle Marie Curie. Et qui en fait est un financement, c'est un peu le Graal, quoi. Genre. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je me retiens, mais vous verriez ma tête. Alors, quand on a la Marie Curie, c'est qu'on a un level on pèse dans le game, quoi. Et ouais, surtout on est roi du pétrole, quoi. Genre en termes de, c'est un financement qui est très généreux. Et c'est un par an auquel on peut accéder ou... Alors Marie Curie, c'est un appel européen, donc il y a tous les ans un appel. Okay. Et avec différents types dedans. Avec un budget de l'Europe qui augmente d'année en année. Enfin, en tout cas, à l'horizon 2027, je crois, ça va jusqu'à 2027. Il y a un budget qui augmente chaque année. Et puis, en fait, il y a différentes disciplines. Donc, tu as sciences sociales, sciences environnementales, santé, machin, économie, je sais pas quoi. Et en fait, tu as, en fonction du nombre de gens qui postulent dans chaque discipline, tu as une partie du budget qui va être assignée à la discipline. Donc, par exemple, en sciences humaines, sciences sociales, on était, je crois, 1300 candidats, puis 1300 dossiers, et il y a eu environ 350 ou 400 projets financés. D'accord. C'est pas mal quand même. Ouais. Par rapport aux autres disciplines, c'est terrible, c'est énorme comme Mais proportion. C'est la même proportion partout. Non. Ok. Après, là, cette année, c'était assez particulier parce qu'il y a des fonds qui ont été débloqués dans un deuxième temps. C'est-à-dire qu'en fait, au début, il y a eu 300 ou 350, je ne sais plus,
projets qui ont été financés. Et en fait, quelques mois plus tard, ils se sont rendus compte qu'il restait du budget à l'Europe. Et ils ont dit, bon, on finance les X prochains, quoi. Ok. Et moi, en fait, donc, j'ai déposé ce dossier-là, donc sur un tout autre sujet. Là, pour le coup, c'était vraiment dans la continuité parfaite de ma thèse. En gros, je proposais d'appliquer la même approche à une autre région européenne, qui est l'Europe centrale. Ok. Avec quelques quand même petits développements méthodologiques. Mais en gros, l'idée, c'était de comparer ces deux régions d'un point de vue des dynamiques écologiques, culturelles. Comparé avec la France, du coup, que tu avais étudié pendant ta thèse, c'est ça? Oui, exactement. Et donc, pour la même période, voilà. Et donc, du coup, j'ai eu une très bonne note, en fait, parce que, du coup, notre dossier, il est envoyé à plein de rapporteurs qui vont nous donner des notes et tout ça. Ensuite, il y a un groupe de consensus où ils vérifient que les trucs coïncident, etc. Et donc, moi, j'avais une très bonne note, mais je n'avais pas été financée. C'est-à-dire que dans Marie Curie, en fait, quand on a au-delà de 85%, l'Europe considère qu'on est finançable, enfin qu'on est un excellent projet finançable, mais ils vont prendre dans l'ordre des notes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'argent, en fait. Une forme de concours, et c'est les meilleurs. En fait. C'est C'est qu'ils financent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de budget. Ouais, Après, t'es peut-être excellent, mais c'est ça. T'étais pas le seul, en fait. Et donc là, cette limite de financement, c'est ce qu'on appelle le cut-off. L'année où j'ai postulé, c'était 93%. Donc, il fallait avoir plus de 93% pour être financé. Et moi, j'ai eu donc 92%. J'étais là, et j'étais 30e sur la France. J'étais là, sur liste d'attente. Si près. Alors 30e avant que tout le monde se désiste. Vous voulez pas aller faire autre chose? Partez en voyage en Australie, s'il vous plaît. C'est un peu ça. Donc, j'étais... Alors, moi, j'avoue que j'étais très fière de moi parce que pour moi, c'était un excellent résultat et ça voulait dire que j'avais beaucoup de chance de l'avoir au deuxième coup, en fait. Parce que comme c'est annuel, tu peux remettre le projet. Et en plus, l'Université de Liège a une certaine politique vis-à-vis de ça, c'est-à-dire que, en tout cas, la faculté dans laquelle je suis, c'est qu'en fait, ils financent 1 an de contrat aux gens qui ont eu une très bonne note dans ces projets Marie Curie pour leur permettre de repostuler, en fait. Ah, c'est super, ça. Donc ça existe dans beaucoup d'universités en Europe, où en fait, on dit « Ah, mais en fait, ton projet, il est tellement excellent, il va finir par être financé. De toute façon, voilà, c'est ça, on va te financer. » Du coup, ils ont des budgets à louer pour... c'est une forme de postdoc dans lequel ils te reprennent pendant 1 an. C'est ça. Ok. C'est un type de contrat postdoc où en fait, en gros, tu commences un peu ton projet et tu repostules. Ouais, tu peux peaufiner. En te disant aussi que si tu as des résultats préliminaires, tu pourras les mettre dans le projet. Du coup, il y a plus de chances qu'ils soient financés et qu'ils passent au deuxième tour. Voilà. Parce que maintenant, de moins en moins, les appels à projets, ils financent les projets où il y a 0 données, où tu pars sur rien. Il faut qu'ils aient un minimum de trucs concrets à se mettre sous la dent en se disant c'est sûr, il va se passer un truc. Si tu débarques en disant je vais tout créer, ils font tu veux pas faire un projet pilote d'abord, s'il te plaît? C'est vrai. Après, il y a beaucoup de projets européens où, au contraire, ils cherchent justement des projets qu'ils appellent high risk, high reward. Oui, mais il y a des appels à projets spécialistes pour ça aussi. Oui. Donc, c'est des projets à haut risque. Donc, ça veut dire qu'en gros, il y a beaucoup de chances que ça marche pas. Mais si ça marche, c'est high reward. C'est donc, ça. tu as une grosse récompense, quoi. C'est le projet où tu mets 40 trucs interdisciplinaires, tu révolutionnes le game, tu utilises une méthodologie que personne n'a jamais utilisée dans ton truc. Tu guéris le cancer. Voilà, c'était typiquement ça. Ce que j'allais dire de la maladie. Beaucoup. Maladie tendance, si on peut dire ça comme ça. Toujours. Maladie tendance bankable. Pas maladie. Non. Moi, dans mon labo, il y a une meuf, elle travaille sur des maladies rares, j'ai jamais entendu leur nom, mais pour trouver des financements, je pense que c'est la galère. Ouais, tu m'étonnes. Bien sûr. Ok. Et donc, j'ai eu beaucoup de chance parce que, comme je disais, l'Europe a débloqué des fonds et donc je suis remontée dans la liste des projets financés. Et donc, en fait, j'ai pas eu à chercher de postdoc, en fait. Parce que, en gros, ils m'ont dit, vous commencez quand, votre Marie Curie? Et je lui aurais dit, moi, j'ai encore un contrat jusqu'à fin 2023, donc est-ce que ça peut être janvier 2024? Et ils m'ont dit, oui, voilà. Quand vous voulez. Pour 2 ans. Ok, voilà. Trop bien. Du coup, là, tu es à l'Université de Liège, c'est ça? Exact. Alors, c'est un projet qui est à cheval sur 2 universités. Okay. L'Université de Liège et l'Université du Kansas aux États-Unis.
C'est aussi pour ça qu'elle l'a eu, hein. La Marie Curie, on va pas se mentir. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a des ricains Non, parce qu'il y avait des collaborations internationales. Ah, ok. Et j'ai aussi une collaboration avec un laboratoire de sciences du climat en région parisienne, Ok. mais à Saclay. Ah, Paris-Saclay, bah voilà, encore une université à Paris. Mais alors, du coup, j'ai du mal à voir la contribution des Américains, ta thématique est bien située en Europe. Quel est le lien? Est-ce que c'est la méthodologie qu'ils utilisent là-bas que tu vas importer Ok. Tout à fait. Alors en fait, mon projet, donc c'est un projet où j'applique des méthodes issues de la biogéographie et de la macroécologie à des questions culturelles. Et donc effectivement, le partenariat avec les Américains est très important parce que eux, c'est un laboratoire spécialisé dans ces techniques-là de bioinformatique. Et donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de créer des dialogues en fait entre ces trois disciplines que sont donc la biogéographie, les sciences des paléoclimats, et en particulier la modélisation des paléoclimats, et la préhistoire. Et donc voilà, par exemple, une des choses que j'ai proposées dans mon projet pour faire ça, c'est d'organiser un workshop interdisciplinaire avec donc, plusieurs collègues de ces différentes disciplines pour réfléchir à des points théoriques précis dans voilà, l'application de ces méthodes au contexte culturel de la préhistoire. Et donc ça, par exemple, c'est un point finalement assez important du postdoc parce qu'il va vraiment permettre de créer des discussions qui vont donner lieu à un ouvrage collectif et qui sera du coup une contribution de base pour la théorie autour de ces applications qui en fait est très très peu discutée aujourd'hui. Oui, c'est des champs disciplinaires qui se croisent pas spécialement et du coup il n'y a pas vraiment de dialogue entre les différentes disciplines et les chercheurs, quoi. Et surtout c'est beaucoup souvent dans les études il n'y a pas vraiment de construction, enfin en tout cas ça c'est mon ressenti, mais il n'y a pas vraiment une réflexion théorique à la base en se disant est-ce que ça a du sens de réutiliser par exemple telle quelle la méthodologie en biogéographie pour des données culturelles, est-ce que ça s'applique aussi, etc. Et finalement, ça ouvre un tas de nouvelles questions sur, en fait, qu'est-ce qui influence, par exemple, la relation des hommes avec le climat, qu'est-ce qui influence leur répartition géographique, au final. Est-ce que ça va être uniquement lié au climat ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent intervenir? Et donc ça, c'est des questions qui parlent aux préhistoriens et qui parlent aussi aux biogéographes en fait. Oui, et donc pour des raisons différentes, quoi. Mais... Tout à fait. Et du coup, ça crée des points en fait de discussion qui favorisent la création d'un cadre théorique qui est plus documenté en fait au final. La biogéographie en tant que telle, du coup, c'est quoi son champ d'application? J'ai du mal à situer l'intérêt. Alors la biogéographie, en gros, c'est l'étude de la géographie du vivant. Donc c'est pour essayer de comprendre voilà, des dynamiques de distribution géographique. Par exemple, pourquoi un exemple que tout le monde va comprendre, je pense, c'est l'arrivée du frelon asiatique en Europe. Pourquoi en fait on a l'arrivée pourquoi on a les lapins qui sont arrivés en Australie et qui ont causé une catastrophe écologique, etc., etc. Donc ça, il y a ce genre d'application. Il y a également énormément d'applications autour des vecteurs de maladies, c'est-à-dire on a trouvé par exemple le moustique tigre. Est-ce que ça va avoir un impact d'un point de vue de la santé publique? Oui, est-ce que ça va développer des maladies chez nous, comme ça a été le cas dans les pays d'où il vient à la base, ce type de moustique? Est-ce qu'on peut les exterminer? Voilà, on peut se poser cette question. Voilà, parce que... non, parce que moi, je déteste pas les insectes. Je déteste pas non plus les araignées qui ne sont pas des insectes. Je déteste pas. Mais alors, par contre, les moustiques. Mais qui aime les moustiques en fait? Alors, en termes d'espèce qui a l'air de servir à rien, celle-là, elle est sur un level. Peut-être qu'eux, ils te diraient que non, du coup. Oui, non, mais c'est sûr. Si elle est là, c'est qu'elle sert à quelque chose. Mais vraiment, des fois, on se demande. Je suis d'accord. Ok. Du coup, si on fait un point, donc tu as fait l'université de Paris-Cité, tu as obtenu un financement pour aller là-bas. Après, tu as obtenu un financement pour aller à Liège. D'un point de vue recherche, comment ça s'est passé
toi personnel, pour trouver ces laboratoires, pour trouver ces collaborations. Comment est-ce que toi, petite doctorante que tu étais, tu t'es dit comment je vais aller travailler avec eux là-bas? Alors ça, c'est marrant parce qu'on en a parlé à l'épisode, du coup, j'étais venue en 2022. C'est grâce à mon jury de thèse. Donc, réfléchissez vraiment bien, en fait, aux membres de vos jurys parce que c'est vraiment des points de contact privilégiés pour créer ces projets-là. Moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est quand j'ai fini ma thèse, voilà, j'ai eu cette idée de travailler sur l'Europe centrale. Donc, j'ai contacté, en fait, les 2 rapporteurs de ma thèse. L'un qui est donc Pierre Noiret, qui est un préhistorien qui a travaillé énormément en Europe centrale et orientale. Okay. Il a fait sa thèse sur la Roumanie, les Carpates et compagnie. Et le deuxième, c'est Town Peterson. Donc, c'est un biogéographe qui a énormément travaillé sur la modélisation de niches écologiques, qui est donc la méthode que j'emploie dans mes travaux. Donc, qui est à l'université du Kansas. Du coup, je les ai contactés, je leur ai dit « Ah, ben j'ai cette idée-là, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et ils m'ont dit « Ah oui, grave. Et ça pourrait être bien d'ailleurs de rajouter ça. » Donc, ils m'ont aussi donné quelques pistes en me disant par exemple, d'un point de vue méthodologique, c'est Town aussi qui m'a donné cette idée de réfléchir à la forme des niches éco-culturelles, donc, c'est-à-dire les facteurs, donc, le sujet en fait, du workshop que j'organise en janvier. Donc en fait, c'est vraiment un projet qui s'est co-construit tous les 3. Et pour le projet Histoire des sciences, on va dire, là, pareil, en fait, c'est donc, mon ancien directeur de thèse qui m'a dit « Ah oui, j'ai vu passer ça et tout ça, machin. Et peut-être que tu peux contacter telle chercheuse qui était dans ton jury parce qu'en fait, elle a énormément travaillé sur ces problématiques de collections anciennes, archives, etc. » Et donc cette chercheuse s'appelle Nejma Goutas et elle est à Paris-Nanterre et donc du coup j'ai pu la contacter, on a co-créé ce projet ensemble. Elle m'a beaucoup aidée à formuler des choses parce que ça c'est quelque chose aussi qu'on n'apprend pas forcément en thèse, c'est comment formuler un projet de recherche. C'est sûr. En fait, on n'écrit pas de la science, c'est hyper différent. Et au début, moi, je sais que le premier projet que j'ai écrit, donc que j'ai pas obtenu, j'ai voulu être trop scientifique. En fait. Ouais, trop classique. Moi aussi, c'est pareil. Je pense que les premiers projets que j'ai écrits, genre celui que j'ai posé cette année, il était plus en mode discussion. Il ressemblait au projet que je suis en train de préparer avec la Belgique, alors que les projets que j'ai posés l'année dernière, c'est vraiment genre une intro classique, un objectif, une hypothèse, de la méthode. Genre c'est un article en fait. C'est un article, juste à pas les résultats, quoi. C'est quoi, ça ressemble plus à un business plan, comment je vais utiliser l'argent C'est un peu ça, en fait. Faut expliquer les logiques de pourquoi tu veux faire ça, c'est quoi l'intérêt derrière, qu'est-ce que tu peux en faire. Et il faut que tu le présentes en work package, un peu en disant ça s'inscrit dans telle problématique. En fait, dans chaque sous-étude, je vais être dans tel package et ça va faire telle chose. Et ça va servir à expliquer des choses par rapport à ça. Il faut vraiment l'organiser vraiment comme si tu allais faire un programme d'un truc et pas du tout comme un article scientifique. Oui. Genre dans la littérature ils ont fait ça. Moi l'intérêt de mon projet c'est que je vais prendre ça, je vais faire ça, je vais prendre. Et c'est vrai que c'est étonnant que ça fasse pas du tout partie du cadre on n'apprend pas du tout ça. De l'éducation en master ou qui est peut-être des heures dédiées en doctorat sur comment écrire ton propre projet parce que ça paraît indispensable au métier de chercheur. Ouais. Mais par exemple, il y a plein d'appels à projets où ils te mettent pas vraiment de cadre dans la façon dont tu écris le projet. Ils te disent juste tu fais un contexte scientifique, tes objectifs, ta méthode et tes résultats, quoi. Enfin, les résultats attendus et ce que tu vas en faire, comment tu vas le valoriser. Donc vraiment un truc hyper basique. Et là, c'est dans ce cas-là que si tu sais pas, tu vas faire un article scientifique. Tu demandes aux anciens qui ont publié et qui ont été acceptés. Et qui l'ont eu. Et quand tu regardes la Marie Curie, par exemple, eux, ils te disent il y a un formalisme imposé. Il y a un truc avec les work packages, comment tu l'organises. Et ils ont des formations pour poser des projets. Il y a plein d'universités qui proposent des formations, des workshops au sein de l'université pour ceux qui veulent déposer la Marie Curie, pour qu'ils s'entraînent à écrire correctement le projet. Et en fait, ce projet Marie Curie, c'est vraiment une excellente formation. Enfin, en tout cas, moi, je conseille à tout le monde. Alors, perso, moi, j'ai vraiment attendu d'avoir soutenu pour me mettre à écrire des projets postdoc, parce qu'en fait, avant, j'avais juste pas la disponibilité mentale pour réfléchir au futur. Après, je sais qu'il y a des gens qui réussissent. Mais moi, c'était impossible, quoi. Genre, vraiment, j'étais à 800% sur la thèse.
Et j'avais pas d'idée, quoi. Je voyais Oui, pas c'est comment ça. je pouvais faire autre Oui, chose. puis tu connais pas les gens et tu sais pas trop ceux que tu rencontres en congrès, tu leur parles tu leur fais 3 mots à la fin parce que tu as bien aimé leur talk et t'es là, bon, bah, C'est ça. c'est tout. Et en fait, donc, ce qui est chouette, c'est effectivement ces formations Marie Curie, parce que tu peux y accéder dès lors que tu postules dans telle fac, tu peux accéder aux formations de la fac ou dans ta fac d'origine. Moi, je sais que j'ai participé à une formation de l'Université de Bordeaux, alors que je n'étais plus employée de l'université. Ok. Et j'ai aussi été aidée par l'Université de Liège. Ok, moi je retire ce que je viens de dire. Du coup, on peut avoir accès à ces Ouais, c'est juste en formations-là. fait, c'est pas connu tant que tu t'es pas posé la question. Ouais, bon, mais c'est important de le dire du coup. Ouais, voilà, c'est ça. de Et se puis c'est renseigner certains là-dessus. appels à projets aussi, c'est-à-dire que moi, mon projet UPL, il n'y avait pas vraiment de... C'était Oui, c'est comme ça. tu dis, c'était, bah voilà, vous présentez comment vous allez faire, Ah, quoi. ok. Et j'étais Ouais. là, genre, ok. Et en fait, heureusement que j'ai eu la formation Marie Curie, parce que ça m'a vraiment donné une méthodologie très carrée, Ouais. où, comme tu dis, on réfléchit à des work packages. En fait, c'est des sortes de bouts d'analyse. Par exemple, moi, ma méthodologie, elle implique 3 grandes étapes. Et donc, du coup, j'ai fait un work package pour chaque étape. Ouais. Ouais, d'accord. Et ensuite, j'ai rajouté un work package pour la communication, la dissémination, un work package pour la gestion administrative du projet. Parce Ouais, que c'est ça. Faut tenir compte de tous les aspects et pas que de l'aspect scientifique. Et c'est un truc auquel tu penserais jamais Ouais, si bien sûr. tu fais pas cette formation. Et avec un budget alloué à chaque. Non, parce que la work Marie package, Curie ne te ou- demande pas de faire de budget. Ok. Mais par exemple, moi, j'ai postulé à l'équivalent de la Marie Curie, mais pour la Suisse, cette année, quand j'étais en postdoc, parce qu'ils n'ont pas voulu rentrer dans Horizon 2025 ni 2027. C'est comme d'hab. Peut-être qu'ils seront dans le prochain, on ne sait pas. Du coup, ils ont un financement qui est équivalent, qui est par le Fonds national suisse, qui fait exactement la même chose que la Marie Curie, et ils demandent les mêmes critères, sauf qu'eux, ils demandent de faire un budget en plus. Et du coup, c'est pareil, si t'as jamais fait de budget de ta vie, oui, t'es ça là paraît, et perdu. Ça paraît Combien difficile. je compte le temps de postdoc, ça coûte combien je compte le déplacement en congrès, le paiement des articles, les déplacements des chercheurs. Si je veux faire un workshop, il faut que je les défraye. Enfin, c'est tout un tas de trucs que t'as jamais pensé de ta vie. Combien ça coûte tout ça? Faut rajouter parce que l'université se sert sur tous les appels à projets bien de sûr. genre 15% en général. Est-ce que tu choisis combien tu te mets en salaire? Non, il y a des grilles salariales en général. Ok. Oui, Et après, il y a des appels à projets qui imposent un max en fonction de ton ancienneté. Ouais, je comprends. Ok. Voilà. Mais c'est tout à fait ça. Et en fait, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé en fait, monter ces projets parce qu'il y a vraiment un côté, tu laisses cours à ton imagination et c'est quelque chose où à la fin de ta thèse, tu n'as plus trop l'habitude en fait. Parce que tu es dans les données Ouais, bien sûr. et tu es voilà, en fait, tu es très accroché à ton sujet, quoi. Et moi, dans mes appels à projets, en fait, je me suis rendu compte que je pouvais en fait un petit peu être un peu faux folle, tu vois, et me dire ouais, ça serait génial de faire. On est un peu dans le rêve en fait. ouais, c'est ça. Et après évidemment, voilà, on regarde la faisabilité. Ouais, on adapte à la des réalité. trucs. mais en fait, le principal, c'est de réussir à convaincre, parce qu'en fait, au final, c'est logique. On nous file des thunes. Il faut qu'on leur convainque que ça vaut le coup. En fait, c'est comme dans une entreprise. Est-ce que ça vaut le coup de, je sais pas, développer telle production, machin. Il y a une notion quand même où on est responsable. Enfin, en tout cas, moi, je vois ça comme ça. C'est-à-dire qu'on est payé par l'argent public. On est responsable vis-à-vis de la société civile, en fait, d'un argent qu'on nous confie. Donc, c'est important qu'on fasse un travail sérieux et qu'on soit pas dans du pipeau à faire un peu n'importe quoi parce que c'est pas très bien organisé. Et donc, ouais, moi, je trouve que c'est bien. Après, je sais que la recherche aujourd'hui est gouvernée par les appels à projets et que ça peut aussi restreindre d'une certaine façon la créativité parce que ça crée une normativité des projets et ça laisse pas beaucoup de place justement à des choses très exploratoires où on sait pas trop. Ouais, c'est ça. Il y a pas trop. Enfin, il y a beaucoup d'appels à projets. Il y en a qui sont spécialistes de justement ces trucs un peu nouveaux, mais il y en a plein qui sont on veut du concret, quoi. Si tu arrives et que t'as pas de données un peu exploratoires que tu as déjà fait de ton côté avec tes reliquats d'argent au labo, ils veulent pas ton projet en fait. C'est ça. On en revient au fait que la science aujourd'hui elle demande des résultats qui correspondent à ce que tu attendais en plus, ou voilà, on n'est plus trop dans l'exploratoire.
et tout dépend de l'argent. Et bon, on en Et revient comme à du des coup, problèmes et classiques. comme du coup, ils n'ont pas forcément beaucoup de budget, ceux qui les financeurs, en fait, ils font ils mettent des cadres en fait très Ouais, bien sûr. restrictifs. Par exemple, tu as des appels à projets où c'est que à partir de telle année après ta thèse et jusqu'à telle année après ta thèse. Donc vraiment plein de critères qui n'ont objectivement aucun sens. On s'en fout que tu sois un an après ta thèse ou 7 ans après ta thèse, ça n'a pas de rapport avec le projet en lui-même. Mais ils te mettent des cadres parce qu'ils sont obligés de trier en fait. S'ils veulent pas avoir 200 000 dossiers à chaque fois, ils sont obligés de faire un choix. Il y en a plein d'appels à projets aussi, ils restreignent le sujet. Ils vont te dire, par exemple, en addictologie, des fois, il y a des appels à projets, il faut forcément qu'il y ait une comorbidité avec une autre maladie. Et c'est obligatoire. Si tu parles pas d'une autre maladie, ils veulent pas de ton sujet. Alors que c'est un financeur qui finance que pour la dictologie de base. Ouais. Mais cette année-là, il a décidé qu'il y avait comorbidité et c'est tout. Et du coup, si ton projet, l'idée que tu avais, elle n'est pas dedans, il y en a plein qui essayent de gratter en se disant je vais rajouter un truc. Et du coup, tu fais un peu du bricolage pour essayer de rentrer dans les cases de l'appel à projet. Enfin, ça n'a pas vraiment de sens. C'est un peu le drawback du truc, du système. Tout à fait. Mais après, par exemple, Marie Curie, ça reste, je trouve, ça reste relativement libre dans le sens où derrière, une fois que tu as obtenu l'argent, tu as des obligations de rendu, notamment pour la gestion des données que tu vas produire. Donc, tu es obligé de justifier de comment tu vas faire en sorte que tes données, comment elles vont être gérées, comment elles vont être pérennisées. Donc ça, c'est hyper important parce que ça peut permettre, ça permet à ce que ton projet, à la fin, quelqu'un d'autre puisse réutiliser tes données. Ouais. Ça, pour moi, c'est aussi, c'est hyper important. Mais ça, c'est obligatoire dans la Marie Curie. Il y a aussi 2 choses obligatoires. C'est le plan de développement de carrière parce que Marie Curie, c'est un appel à projet qui est spécifique pour les postdocs pour améliorer ton CV, donc pour apprendre des nouvelles compétences, améliorer ton réseau, augmenter ton réseau. Donc il y a vraiment, en fait, si par exemple tu montres pas que tu apprends un truc pendant ta Marie Curie, en gros tu refais un petit peu la même chose qu'en thèse et tout. T'as ton boucle classique, que t'apprends pas de nouvelles choses. Voilà, il y a aucune chance que tu obtiennes la Marie Curie. Par contre, si tu dis voilà, moi je vais dans tel endroit pour apprendre spécifiquement, par exemple, moi j'ai dit moi je vais à Liège parce que c'est un laboratoire spécialisé où il y a énormément de chercheurs qui travaillent sur l'Europe centrale, il y a énormément de préhistoriens qui travaillent sur le Gravétien. Et du coup, en fait, je vais aller dans ce nouveau cadre scientifique pour augmenter mon réseau qui est primordial pour faire mon projet, en fait. Ouais, on comprend qu'il y a beaucoup de collaborations internationales dans le cadre de ces appels à projets, du coup, je comprends. Ouais. C'est ça, parce qu'en fait, comme le but, c'est ça, c'est que tu aies des formations et que tu apprennes de nouvelles choses en tant que chercheur, il faut que tu justifies de chaque collaboration, de l'intérêt dans le projet et de l'intérêt pour toi, ta carrière. En même temps, moi qui suis extérieur à ce domaine-là, ça me semble évident. Enfin, pour moi, c'est le but du chercheur, c'est d'acquérir de nouvelles méthodes et de les combiner au fil de sa carrière pour arriver en fin de carrière à une combinaison ultime de toutes les méthodes que tu as apprises et aller le plus loin possible. Quoi. Ça, c'est mon idée, c'est l'idée de plutôt comment ça se passe maintenant, mais dans les faits, la plupart des chercheurs, quand ils répondent à des appels à projets, ils mettent toujours les mêmes collaborateurs. Et en fait, les collaborateurs, c'est les gens avec qui travaillent. Oui, et ils sont tous en train de se battre pour avoir 3 centimes. Donc, dès qu'ils répondent à un appel à projet, ils se mettent tous les uns sur les autres sur les appels à projets auxquels ils répondent pour espérer récupérer de l'argent pour un projet. Et en plus, je rajouterais que, en fait, alors je suis d'accord avec toi, c'est vraiment génial qu'on nous offre cette opportunité-là, notamment en tant que jeune postdoc. Par contre, quand tu es à ton 3e, 4e postdoc, en fait, au bout d'un moment, tu peux pas non plus être spécialisé. Enfin, tu peux pas tout faire, en fait. Bien sûr. Et surtout que, comme c'est des projets qui sont très courts, en fait, ton postdoc, il continue après. C'est-à-dire que moi, tous mes résultats de l'année dernière, je suis loin de les avoir exploités, quoi. Ouais, c'est-à-dire que là, j'ai en préparation, on va dire, 2 projets d'articles. Je sais pas trop quand je vais pouvoir les faire. C'est toujours pareil. Mais voilà, c'est un truc où c'est assez compliqué, en fait, parce que ça prend du temps, quoi, de reprendre les données, de en faire un article, etc. Sachant qu'en même temps, tu dois chercher du travail. En même temps, tu dois faire ton nouveau postdoc, en fait, parce que tu es payé pour t'es censé être payé pour faire un truc, donc tu es censé le faire. Ensuite, voilà, si tu fais de l'enseignement, il faut encore que tu te tapes l'enseignement en plus. En plus, voilà, quand tu es quand tu es en postdoc, on te demande aussi d'encadrer des jeunes chercheurs, de communiquer, on t'invite à des conférences, il faut que tu réseautes sur tel truc, il faut que tu prépares ton
prochain projet de postdoc. Oui, donc il faut que tu répondes à des appels à projets. Voilà. Et des fois, il faut que tu te formes parce que c'est des projets très lourds. Marie Curie, en vrai, je vais pas le mentir, c'est assez lourd. Et moi, j'étais au chômage, donc ça allait, entre guillemets, j'avais que ça à foutre. Ouais. Mais ce que ça à faire, pardon. T'as le droit. Ça va, c'est pas dramatique. On peut dire putain ici. Je te bip. C'est une virgule à Bordeaux, putain. C'est bon. Ouais, c'est réel. C'est pas faux. Et du coup, est-ce que... Là, il semble que la solution, ce serait qu'ils soient beaucoup plus longs, les contrats, parce que c'est vrai qu'un an, ça veut dire qu'il faut effectivement chercher du travail pendant que tu travailles, et ça paraît injouable, quoi. Et en termes de stabilité, en plus, on ne parle pas du perso, là, mais on va pouvoir y venir, peut-être. Comment tu fais pour avoir une stabilité dans ta vie personnelle, si tu dois changer de ville tous les ans, et ça a l'air très difficile, quoi. C'est ça aussi qu'il faut voir, c'est-à-dire que moi, donc, avant de partir à Paris, j'habitais à Bruxelles, donc ça veut dire que j'ai dû déménager, sauf que j'allais pas déménager en décembre parce que j'avais pas d'argent, donc j'allais pas me taper double loyer alors que j'étais au chômage. Ouais. Donc du coup, j'ai déménagé en janvier, mais ça veut dire qu'en janvier, j'ai vécu en gros chez un collègue. Voilà, en attendant, j'ai mis 1 mois quand même à trouver un appart. Ensuite, j'ai dû déménager. Il y a un côté aussi, un déménagement, c'est bouleversant. On le sait tous. Et donc, t'arrives, tu sais plus où t'es, tu sais pas où t'habites, tu dois prendre le temps. Tu connais personne sur place la plupart du temps. Tu découvres un peu. Et surtout, oui, il y a aussi un aspect financier important, c'est-à-dire que déménager, ça coûte très cher et t'as pas forcément d'aide, en fait. Genre moi, typiquement à Paris, j'avais pas du tout d'aide pour déménager, donc j'ai dû taper dans mes économies et prendre le temps de chercher un appart. Tu passes des heures, quoi. C'est hyper difficile, ouais, c'est sûr. Et donc c'est vrai que ça crée des périodes de transition qui, en fait, si tu as une période de transition tous les 5-6 ans, c'est gérable. Ouais. Quand c'est tous les ans, moi là j'avoue que mes 6-7 premiers mois à Liège, c'était très difficile, quoi, parce qu'à Paris, je me sentais très bien, j'avais mon quotidien, j'avais mon entourage, je m'étais fait mes amis, j'avais mes activités, tout ça. Et puis t'es pas très loin de Bordeaux en plus, donc pour tes potes et ta famille qui sont à Bordeaux, c'est plus simple de rentrer, etc. Exactement, et puis c'est quelque chose que j'avais évoqué aussi en 2022, mais j'ai fait un burn-out, donc j'avais aussi toutes les répercussions de ce souci de santé à gérer, donc c'est un suivi quand même qui... j'ai dû changer de psy, c'est chiant, c'est difficile, et du coup ça a créé effectivement un moment où il y a une instabilité émotionnelle, en fait, et ça impacte ton travail, parce que t'es préoccupé par d'autres trucs, alors que tu pourrais être beaucoup plus efficace si tu es dans un environnement stable. Et voilà, et c'est vrai que ça a été vraiment difficile pour moi de déménager, même si je suis très contente de ce choix, je ne regrette pas. Mais effectivement, j'ai eu du mal à m'adapter. Et en plus, quand tu pars à l'étranger, il y a aussi le décalage culturel que tu peux vivre. Oui, bien sûr. Même si en Wallonie, on parle français, on n'a pas la même façon de vivre qu'en France. Donc en fait, il faut que tu te crées un nouveau cercle avec des codes sociaux qui ne sont pas les tiens de base. Donc ça prend beaucoup d'énergie. Et si en plus... on doit rajouter apprendre une langue ou alors être dans un pays qui est complètement différent. Genre, je vais exagérer, mais le Japon, par exemple, c'est un dépaysement qui est d'autant plus fort. Et donc, il faut s'accrocher, en fait. Et vraiment, c'est pas facile quand tu dois le faire fréquemment, quoi. C'est-à-dire que 3 déménagements internationaux en 3 ans, je ne peux plus. J'ai l'impression d'être une vieille de dire ça, mais c'est... Mais en fait, moi, j'ai envie de rebondir sur ma propre expérience, parce que je crois que je l'ai jamais dit dans le podcast, mais typiquement, l'année dernière, j'ai cherché des post-docs et j'ai postulé un peu au petit bonheur la chance sur des labos qui me plaisaient, et j'ai été prise à Lausanne pour 6 mois. Typiquement, en 6 mois de post-doc, j'ai fait quoi ? J'ai cherché des sous pour revenir ou pour rester. Déjà, donc j'ai cherché des sous. J'ai passé 6 mois à juste répondre à des appels à projets. J'ai commencé des articles que j'ai pas encore finis. J'ai encore des articles de thèse qui sont en cours, donc autant te dire qu'on est sur des... Moi, je fais de la recherche, mais j'accumule des bagages lourds, hyper lourds. Là, actuellement, j'ai eu 6 mois sans travail, donc j'étais au chômage, mais j'avais pas le droit de toucher le chômage parce que j'avais pas travaillé en France. Ça, c'est super. On aime. Je reviens à Bordeaux et là, je suis actuellement en postdoc depuis 2 jours, 3 jours.
Donc le 1er octobre, je suis en postdoc à Paris à Bravo. 50%, à mi-temps. Et j'ai de la chance parce que du coup, comme c'est un mi-temps, je peux être en télétravail depuis Bordeaux, ce qui fait que je ne redéménage pas. Mais typiquement, repartir en postdoc à Paris, où tu te tapes un 3 mètres carrés à 18 000 euros, là, envie de mourir. Les chiffres sont corrects. Sachant que c'est à peu près l'équivalent de Lausanne, normalement, en termes de tarifs. Mais ouais, c'est ça, quand je suis arrivée à Lausanne, alors, ça parle français, hein, mais par contre, culturellement, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout le même. Ils ont pas du tout la même façon de. Enfin, genre, typiquement, à Bordeaux, tu sors, il y a des bars partout, c'est tout le monde dans la rue, il y a des restos, tout le monde sort tout le temps. Eux, ils sortent du boulot, ils sortent tard, ils rentrent chez eux, tu vois. Et tu les croises de temps en temps, on fait un truc après le travail, tu vois. Mais du coup, pour se faire un cercle social, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, je comprends bien. Voilà. Mais alors, du coup, pour toi, Anaïs, c'est quoi la suite et comment tu vois le traitement de cette problématique? Parce que donc j'imagine, je sais qu'il y a des concours qu'on peut passer pour obtenir un peu de stabilité dans sa vie. Est-ce que tu veux passer par là? Est-ce que c'est déjà le cas? La belle passe décisive. Oui, tout à fait. Moi, mon but, effectivement, c'est de trouver un poste permanent dans la recherche. En France, du coup? En France, plutôt, effectivement. Aussi parce qu'en France, on a encore la chance d'avoir relativement beaucoup d'offres, en fait, par rapport aux autres pays dans le monde. C'est-à-dire que, par exemple, juste par comparaison, mon laboratoire à Liège, il y a 2 chercheurs permanents, peut-être 2-3 ingénieurs en poste permanent, et après on est 15 postdocs et doctorants, quoi. Ouais, d'accord. Donc en fait, la majorité des labos, ça reste des chercheurs précaires, et c'est le cas dans presque tout le monde entier. Oui, parce qu'il n'y a pas vraiment de titre. En fait, il n'y a pas de CDI dans les autres pays en général. C'est les chercheurs, ils ont leur financement, et dès que le financement est fini, ciao, bye, quoi. C'est ça. La plupart des cas, c'est ça. Et puis après, il y a les postes de profs qui sont rares, en fait. Ouais. Et chers. Et chers, oui, du coup. Et donc, en France, on a de la chance d'avoir, même si ça réduit de plus en plus, mais on a plus de possibilités de faire de la recherche, en archéologie, en tout cas. On a voilà, le poste de, effectivement, enseignant-chercheur à l'université. Ouais. Donc là, c'est pareil, c'est de plus en plus rare. Mais ça reste une voie comme une autre, on va dire. Qui est soumis à concours, du coup? Voilà, en fait, on passe un concours. Alors moi, je me dirige pas trop vers ce type de poste parce que j'ai une expérience dans l'enseignement qui est très très faible. Okay. Donc j'ai vraiment pas un CV compétitif pour. Et puis l'enseignement, j'avoue que, enfin moi, je pense que je ferais une mauvaise enseignant-chercheur Okay. parce que c'est honnête de ta part. J'arriverais pas à gérer les 2 aspects de ce métier, en fait. Et parce que voilà, l'enseignement, ça demande énormément de temps. Et moi, j'ai pas suffisamment la passion, la fibre de l'enseignant pour sacrifier mon temps en recherche, en fait. Okay. Alors, je sais que ça peut paraître un peu égoïste, mais moi, en tout cas, j'ai des collègues qui sont passionnés par l'enseignement, et vraiment, je préfère leur laisser la place. C'est une question de profil. Personne t'oblige à le faire si tu sais que c'est pas ton truc. Si, en plus, tu penses que tu vas pas forcément le faire de la meilleure des façons. Bon. Donc, autant que tu te concentres sur la recherche, quoi. C'est ça, et on a tous eu un prof à la fac qui était nul, qui s'investissait pas dans ses cours. Jamais. Ouais, le prof qui arrive, qui a pas lu son diapo avant, c'est même pas lui qui l'a fait. Il regarde les slides, il fait c'est quoi ça déjà? Ouais. Bon, on passe. Il y a 400 diapos, il y a que 2 heures, il est là, bon, on passe, hein. D'accord. C'est ça. Donc on a cette voie-là. On a aussi le CNRS. Donc ça, c'est des postes de chercheurs à temps plein. On fait que de la recherche. Et là, c'est un concours, effectivement, annuel aussi, où pareil, on a des sections disciplinaires et également des sections interdisciplinaires depuis quelques années. Enfin, ouais, je ne sais pas depuis quand, en fait. Je ne sais pas la date. Et donc là, c'est un concours qui est également très difficile. Et enfin, en archéologie, en tout cas, on peut aussi travailler dans des cadres comme les musées. Différents musées, ou alors dans des entreprises, donc soit des entreprises publiques ou des entreprises privées, d'archéologie préventive. Donc c'est en fait, en gros, quand vous faites des travaux ou quand on construit une route, je sais pas quoi, il faut d'abord que des archéologues vérifient qu'on ne va pas détruire de sites majeurs. Et si jamais il y a un site majeur qu'on découvre, à ce moment-là, on va stopper les travaux pour
pour fouiller ce site, le sauver en fait, Ok. le sauvegarder. Donc c'est ce qu'on appelle la fouille préventive. Au contraire de la fouille programmée dont je parlais au début de l'émission, où là, en fait, il faut vraiment avoir des questions et des très 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 bonnes raisons pour revenir sur le terrain, parce que c'est des sites qui sont, ils sont tranquilles là où ils sont, quoi. Et nous, on va venir les détruire un petit peu pour compléter nos données. Ouais, ok. Voilà. Donc moi, effectivement, je me dirige plutôt vers le CNRS. Ok. En tout cas, c'est Ton objectif de mon carrière. objectif de carrière pour l'instant, parce que je suis encore en début de carrière, donc comment dire, j'en suis au stade où je préfère me concentrer sur ce dont j'ai envie plutôt que de envisager toutes les possibilités. Enfin, pour faire ça, parce que ça me demande de sacrifier certaines choses, je préfère attendre d'être plus avancée et d'être un peu plus désespérée, on va dire. Pour essayer d'aller se renchaîner en chercheuse. Ouais. Tu jettes pas tes trucs un peu partout en disant pitié, pitié, prenez-moi. Et Voilà. tu te focuses d'abord sur ce que tu veux vraiment faire. Ok. Le concours du CNRS, on peut le repasser autant de fois qu'on veut, il n'y a pas de limite? Oui. Ok. Et le titre auquel tu accèdes une fois que tu as ce concours, on dit chercheur simplement C'est chargé de recherche. Ok. Donc ça, c'est le premier grade en fait de la hiérarchie, on va dire, Ouais. au CNRS. Donc c'est tu es chercheur à temps plein. Ok. Et donc tu cherches de l'argent. Et quand tu as le temps, tu cherches de Tes la trucs. science. Voilà. C'est Ok. la même chose que postdoc. Juste t'es titulaire et t'as Voilà. un salaire. C'est ça. Et tu es rattaché à une université en particulier? Non. Tu te rattaches à une université, mais tu es rattaché à une institut. Et Ok. du coup, à un labo. Mais si tu veux changer de labo, tu peux changer de labo. Là où l'enseignant-chercheur, il est rattaché à l'université. Et lui, pour changer d'université, il faut qu'il y ait un poste disponible dans une autre université. Ouais, d'accord. Exactement. Ok. Et ensuite, tu as un deuxième grade qui est de directeur de recherche. Donc là, c'est en gros, quand tu es déjà... C'est l'équivalent de professeur Ouais, ok. à l'université. Et là, pour le coup, c'est un taf quand même plus de responsabilité. Il faut quand même que tu montres que tu es capable de entre Ouais, c'est guillemets, du management. manager en fait Ouais. une équipe. C'est les chefs d'équipe, quoi. En gros, les directeurs Hmm. de recherche, les chefs d'équipe, les directeurs de labo, tout ça. Donc c'est pas à 28, 29 ans que Non, tu... mais c'est ce Non. que je veux faire. Un jour, je serai Ça chef de m'étonne labo. Et tu Je as te quel vois âge? super bien là. Moi, je vais être chef. J'ai des méthodes d'organisation, vous allez voir, vous n'êtes pas prêts. Alors que moi, je veux pas être chef. Je veux pas être chef, mais je veux peux qu'on être ta me laisse chef. Si tu veux. tranquille dans mon coin, tu Je vois. peux faire un labo interdisciplinaire et mettre de l'archéologie et je suis ta chef, il n'y a pas de souci. Et du coup, le concours CNRS, tu l'as passé cette année. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment ça se passe? Genre, qu'est-ce que tu as eu à faire? C'est quoi les documents qu'on t'a demandé? C'est quoi les critères? Jusqu'où tu es allé? Comment ça s'est passé, tout ça? Alors, les concours CNRS, pour les documents qu'on nous demande, ça dépend de chaque section. Donc, Ok. les sections, c'est en gros des disciplines, des thématiques. Donc, moi, la section à laquelle j'ai postulé, c'est la numéro 31, Ok. qui s'appelle Hommes et milieux, interaction et évolution, je pense. Ok. Ok. Oui, je me rappelle pas exactement du nom, désolé. Non, non, mais déjà, se rappeler du numéro, parce que moi, j'en ai deux avec neurosciences et psycho, et je sais pas lesquels c'est. Je crois qu'il y a 69 et 12, mais je suis pas sûre. Un truc comme ça. À vérifier. mais oui, donc la section 31, c'est une section qui regroupe des géographes, des anthropologues biologistes Ok. et des archéologues plutôt préhistoriens. Parce que je pense que tout ce qui est plus antique, Moyen-Âge, c'est une autre section. Donc en gros, voilà, on postule là. Les documents qu'on nous demande, c'est un CV. Ouais, Voilà, classique. avec tout ce que tu as fait dans ta carrière, qui est... alors, c'est toujours pareil. En fait, il faut que ton dossier il soit cohérent et que, comme pour un postdoc, il faut que tu te vendes, en fait. Ok. Donc, voilà, c'est comme ça. Donc, tu as un CV, un projet de recherche, qui est ton projet de carrière sur tes 30 ans que tu vas passer au CNRS. 30, 35 ans, 40 ans,
ça dépend de quand on partira à la retraite. Jamais. Du coup, tu peux Voilà. faire les 100 prochaines années jusqu'à ma mort. En gros. Et ensuite, tu as ton bilan de parcours. Donc, c'est en gros, qu'est-ce que tu as apporté à la science et C'est ta contribution jusqu'à présent, quoi. ton parcours, ouais, Ok. en gros. Ça s'appelle le bilan... j'allais dire bilan des connaissances, mais pas du tout. Compétences. Non, non plus. Bilan des travaux. Ok. Qu'est-ce que tu as fait, quoi? On te demande pas du concret nombre d'articles, impact factor, comme ça. Si, Alors, forcément. Si, tu as une liste de publications, Ouais, donc ok. tu dois mettre ta liste de publications. Et aussi, à la section 31, en fait, ils essayent de privilégier une approche qualitative de Ok. la bibliographie. C'est-à-dire qu'ils vont pas se focaliser sur le H-index, le nombre de publiés, enfin, en théorie, C'est vrai. même s'il faut quand même que tu aies publié bien. Enfin, Oui, un minimum, si quoi. tu as publié un article, dans les 5 dernières années, ça va pas trop aller. Enfin, Ouais. sauf si tu avais vraiment eu des problèmes de santé, ou bien sûr que ça, c'est pris en compte. Mais en gros, il faut que tu choisisses tes contributions. Alors, je crois que c'est les 8 contributions les plus représentatives de ton parcours. Donc, des contributions, ça peut être une communication orale, un rapport, parce qu'en archéologie, on fait beaucoup de rapports, notamment vis-à-vis des institutions qui nous financent pour des fouilles, par exemple. Ok. Donc, comme on peut être financé par le ministère on est financé par le ministère de la Culture, il faut qu'on leur dise à la fin de l'année, on a utilisé l'argent pour faire ça. Ouais. Donc, Ok. refinancez-nous, s'il vous plaît, pour l'année prochaine. Voilà. Même si on n'a pas beaucoup d'argent au ministère de la Culture pour l'archéologie, mais J'imagine. c'est une autre histoire. J'imagine que la ligne, elle est tout en bas. Il y a archéologie au fond. C'est quoi ce truc là, archéo machin? C'est-à-dire qu'on a Rachida Dati, il y a quelques mois, qui nous a dit que de toute façon, tout ce que vous faites, les archéologues, c'est de creuser des trous, on s'en fout, quoi. On va Tu veux plutôt dire qu'il y a du financer mépris. la restauration des bâtiments. Oh, Bien sûr. on nous a mis un gestionnaire comme ministre de l'enseignement et de la recherche, donc autant te dire que on est ravis. Ouais. Voilà. Il fait de la recherche en gestion, étonnant. Et Voilà. on le met dans le ministère. Le CNRS pleure. J'imagine, oui. Mais donc voilà, et en fait, tu dois présenter chacune de tes approches, de tes contributions, pour dire en quoi elle est importante dans ton Ok. dossier, Ok. en fait. Donc, en gros, tu expliques ce que tu as fait et en quoi ça permet d'avoir des évolutions dans ton domaine, dans ta discipline. C'est ça. Ok. Par exemple, moi, j'ai pu mettre certains articles en disant cet article, il est important parce que c'est, je sais pas, par exemple, j'ai publié un article de review Mhm. en francophone sur la modélisation de niches écologiques. Et en fait, c'est un article, c'est une littérature qui n'existait pas en français. Donc, du coup, je l'ai présenté en disant cet article-là, il est important parce que c'est un vrai apport à la communauté francophone en termes de synthèse Des de connaissances, l'existant, quoi. Ok. Et voilà, ça permet à de nombreux collègues qui ont une plus grande difficulté d'accès à l'anglais, parce que voilà, dans la communauté francophone, on a des pays aussi en Afrique qui malheureusement ont plus de mal à Qui ont moins accès à l'éducation de Exactement. l'anglais. Ouais, tout à fait. Exactement, et même en France. Mais c'est pas partout. Bon, ça s'améliore. Ça dépend des labos. Ouais. Donc Et ça a un vrai intérêt, en fait. Et donc du coup, je l'ai un peu justifié comme ça. Et donc tu fais ça pour... Et voilà, et ça, j'ai passé des semaines et des semaines pendant mon postdoc l'année dernière, quoi. C'est-à-dire que j'ai commencé à m'y mettre en septembre et j'ai fini en janvier. Et j'ai passé plusieurs heures par semaine quand même à travailler sur ce dossier, parce que le bilan des travaux, c'est une vingtaine de pages, Ok. 20-25 pages. Ouais, c'est Et le projet, c'est 20-25 pages. Oui, c'est ça. Parce qu'un projet dans un appel à projet, en général, c'est 20 pages, entre 10 et 20 pages, plus tous les autres trucs qu'il faut mettre dedans, notamment CV. À Lausanne, sur la Marie Curie, par exemple, ils demandent un CV un peu comme ça, où tu mets tes contributions et tu les expliques un peu. Tout à fait. Tu les valorises, quoi. Et ça, le temps que ça prend, c'est... Et aussi, il y a tout un travail de marketing, en fait, auquel on n'est pas du tout formé. Et au CNRS, ça dépend des sections.
Mais moi, par exemple, j'ai eu plein de conseils de collègues, soit qui ont passé le concours, soit qui ont déjà fait partie du jury, mais dans les précédentes commissions. Et voilà, il me disait, moi, en tant que rapporteur, j'aime bien qu'on me prémâche le travail, par exemple. Ouais. Donc, si tu mets tel truc en gras, si tu fais tel petit résumé à la fin de tel axe, si tu fais un tableau qui résume tes publications, genre le nombre de publications par type de publication. Tu me fais un petit schéma à la fin, et là, vraiment... Et c'est exactement ça. Et en fait, c'est vraiment des tips où... moi, en tout cas, si j'avais pas eu mes collègues qui m'avaient pas aidé, j'aurais pas eu la qualité que j'ai eue dans mon dossier, qui avait une qualité suffisante pour se qualifier à l'oral, quoi. Donc ça, c'est quelque chose dont aussi j'étais vraiment fière. C'est que j'ai pu passer l'oral, qui est la deuxième étape en fait du concours. Clairement, bravo pour ça. Et du coup, l'oral, ça s'est passé comment? Il fallait poser la question. Je sentais qu'il y avait un malaise. Ouais. Ça s'est redescendu comme un soufflé. Alors, déjà, en fait, j'ai reçu la réponse de « tu passes l'oral ». Je m'y attendais pas. Parce que c'est pas fréquent la première année où tu postules d'être pris à l'oral. Donc, moi, déjà, j'étais en mode... J'avais pas préparé ça. J'avais pas prévu. Zut. Ouais, donc en fait, moi j'avais prévu, j'avais un emploi du temps ultra chargé et du coup j'étais là, faut que je cale l'oral au milieu. Alors, de 21h02 à 21h27, j'ai un petit créneau pour préparer l'oral. Voilà, donc ça c'était hyper compliqué, surtout que c'est un oral très strict, donc tu as 12 minutes, pas une seconde de plus. Ah oui, c'est très court. Pour présenter ton projet. Donc c'est le projet de ta future carrière que tu présentes. Voilà. Donc tu présentes un petit peu toi au début. Mais oui, tu présentes, tu dis voilà. Et en plus, comme c'est une section avec énormément de disciplines différentes, les géographes, ils connaissent pas. Ils sont pas il faut que tu expliques tout en fait. Voilà. Donc il faut être très pédagogue. Donc ça, c'est un exercice qui m'a pris énormément de temps de préparation. Après, j'ai fait des oraux blancs avec des collègues qui m'ont dit, par exemple, là, je pense que tu peux réduire, parce qu'au début, moi, je faisais 13-14 minutes, donc on a coupé pour faire 12 minutes. Et voilà, j'ai eu des conseils sur la forme, fais des diapos plus avec moins de texte, ou mets un schéma qui explique tel truc à tel moment, etc. Et ensuite, je me suis enregistrée sur mon téléphone, sur le voice recorder. Je me suis écoutée sur tous mes chemins, genre du labo à chez moi, tous les jours. J'écoutais le truc en le répétant en même temps. J'étais là genre, alors bonjour, mesdames et messieurs, les membres du jury. J'ai appris par cœur comme ça. C'est ma thèse en 180 secondes, mais en 12 minutes. Mais en 12 minutes. Ça devient beaucoup plus long. Et je joue... ma carrière, en fait. C'est clair. Donc c'était assez stressant et d'ailleurs c'était assez marrant parce que donc j'ai eu 1 mois je pense entre la date où j'ai su que je passais l'oral et l'oral. Et en fait le seul truc qui me permettait de décrocher de ce concours qui m'obsédait, genre c'est-à-dire que j'en rêvais, forcément. C'était vraiment obsession quoi. C'était de regarder des films d'horreur. Non, ça se Donc tient. elle a écrit sa filmographie de films d'horreur. Elle a des recos, ma parole. Non mais j'étais vraiment genre chez moi. En plus en Belgique, on a eu un hiver de merde quoi. Genre j'étais dans mon petit plaid avec un chocolat chaud et des pop-corn et je regardais des films et j'étais terrifiée par les films. Mais moi je pensais pas au cours. Non après je dormais trop bien parce que j'étais là genre je sortais du film, j'étais en mode ça va jamais se passer parce que moi j'aime bien les films d'horreur un peu paranormaux et tout. J'étais là ça existe pas les fantômes. C'est bon. Et du coup je dormais beaucoup mieux. C'est pas le tueur en série, après t'es comme ça devant ta fenêtre toutes les nuits. Exactement. Du coup je pense plus du tout au concours. Par contre le tueur qui va arriver dans la tête, celui-là oui. Et ensuite donc j'ai passé l'oral à Paris donc voilà. Je suis rentrée. J'ai fait le truc. On m'a posé des questions. J'ai répondu aux questions. Et après, je suis sortie et j'étais là, ok, tout ça pour ça.
Eh ben, ok. Parce qu'en fait, vraiment, pendant 6 mois, t'es obsédé par un truc qui, en fait, se résout en C'est 20-30 minutes. tellement court. Ouais. C'est un peu comme le concours de l'école De doctorale. l'école doctorale, exactement. Parce que moi, j'en ai fait 2 et c'est clairement ça. C'est ce à quoi ça m'a fait penser aussi. Tu rentres, t'as 20 personnes devant toi, tu blablates, tu te dis un truc que t'as appris quasi par cœur et on te pose des questions, tu réponds comme tu peux à certaines questions C'est ça. et tu sors et t'es là. Ok. C'est exactement ça. Et en plus, ce qui est bizarre, ce qui était bizarre pour moi en tout cas, c'est que dans le jury, il y a des personnes que je connaissais. Oh, wow. Et donc, du coup, il y avait un peu un côté où aussi, parce que en fait, ces listes de membres du jury, elles sont publiées. Donc, tu sais qui est dedans. Ouais, Donc, ok. en fait, il y a certaines personnes où tu dis, mince, lui va m'attendre au tournant sur tel point, etc. Machin. Et alors moi j'avais fait exprès de pas trop regarder en fait les membres du jury parce que j'avais peur que ça me mette une pression. Ouais, que tu prépares des questions à l'avance hyper spécifiques de trucs en te disant lui il faut que je réponde ça, lui il est spécialiste dans ça. C'est ça. Alors après ça, mes collègues dans la préparation de l'oral m'ont quand même dit bon bah voilà, je pense que sur tel aspect il faut que tu blindes une réponse parce que c'est possible que tel membre du jury soit sensible et tout ça. Et en fait, aussi, ce qui était... je sais plus ce que j'allais dire, mais... Par rapport aux membres du jury, Ouais. Oui, t'as pas regardé. J'ai pas... Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que en fait, ce qui est très, très chelou dans ce concours et qui, moi, m'a fait me dissocier, en fait, c'est que les autres gens qui postulent, c'est tes potes, en fait. Et... Enfin, moi, en tout cas, j'avais plusieurs potes et plusieurs collègues avec qui, genre, limite, une semaine avant, j'avais une réunion de travail où on était là, on bossait sur le même projet, ensemble, dans la même direction. Et là, il y a un côté, on est l'un contre l'autre. Enfin, il y a de la parce qu'il y a concurrence. 4 postes, quoi. 4 postes, on était 45 à passer l'oral. Ok. Ouais, ça fait exactement comme le concours de l'école doctorale. Oui, c'est ça. C'est tes potes et après t'es là, je vais te détruire. Ouais, c'est... Et... Alors, toi, t'étais comme ça. Attention. Moi, oui. Tout le monde n'est pas comme ça. Non, heureusement. Mais moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc, je sais que j'avais pas trop parlé avec mes potes qui passaient le concours, du concours. En fait, on faisait comme si... moi, je faisais comme si j'étais toute seule à passer le concours contre des poupées automatiques. Genre, j'étais là, genre... Il n'y a pas des de PNJ dans les jeux vidéo, quoi. On peut même pas interagir avec ceux-là. Ils ont pas de ligne de texte. C'est ça. Et du coup, et donc après, ça m'a vraiment permis aussi d'avoir une certaine... de protéger aussi mes relations parce que après, quand par exemple j'ai des potes qui sont rentrés ou qui ont été classés, j'étais trop contente. J'étais là, c'est génial, je suis trop contente pour eux. Et voilà, mais c'est vrai qu'en fait, sur le coup, c'est très bizarre. Et après, en plus, une semaine plus tard, tu reçois la liste et t'es là, genre, ok. Et tu sais pas quels sont les critères. Tu sais t'as pas de débrief. On te dit pas qu'est-ce qu'il y a. T'as pas de retour sur ce que t'as fait en fait. En fait, les choses qui peuvent te donner des indications pour le concours suivant, parce que en fait, un petit peu le but c'est de le repasser quoi, jusqu'à ce que tu l'aies. Le procédé, tu le passes un peu tous les ans jusqu'à ce que ça passe quoi, en gros. Et en gros, déjà il y a les questions du jury pendant l'oral qui peuvent te donner des indications sur, par exemple, tel point a attiré l'attention de tel jury. Okay. Et en fait, en fonction de la formulation des questions, tu peux aussi savoir si la personne a essayé de te mettre en valeur. Donc, de dire, en gros, il manquait... Enfin, ça, c'était pas assez clair. Et donc, en fait, il te pose une question pour t'aider. Ou est-ce que c'était plutôt une question piège voilà. Donc, ça, c'est des choses, en fait, qui te permettent d'améliorer ton dossier. Et des fois, tu peux aussi avoir une certaine forme de retour informel, indirect en fait, parce que les membres du jury sont... Oui, voilà, tu peux les contacter en soi. Non, tu peux pas les contacter. Même après le concours Non, parce que en fait, il y a le concours de l'année suivante et c'est le même comité. Ah, c'est le même à chaque fois. Ah voilà, oui, ok. Pendant 4 ans. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les délibérations sont couvertes par le secret professionnel. Ok. Et donc, ils n'ont pas le droit de dire directement ce qui s'est dit
dans les délibérations. Ok. Par contre, ils peuvent éventuellement parler à un de tes collègues de comment ça a été perçu. Par exemple, est-ce que ton dossier a plutôt été bien Oui, perçu? des retours un peu indirects, vagues. Ouais. Voilà, donc ça reste très vague et c'est pas comme dans un dossier postdoc où on te dit tu as eu 4 sur 5 sur l'aspect genre organisation parce que non, enfin tu sais pas en fait. Oui, parce que pour les appels à projets, normalement, on te file vraiment... tu as un retour avec des notes par section, quoi, avec des appréciations et même des commentaires des membres du jury en disant j'aurais préféré qu'il y ait plus de ça, un peu plus expliqué de ça. Et ça t'aide en fait à reposer le projet. Exactement. Là, si tu n'as pas de retour, vu que ton dossier est déjà passé jusqu'à l'oral, en fait, tu peux refaire en boucle la même chose et jamais être pris en théorie. Et en plus, techniquement, chaque section du CNRS a sa philosophie, on va dire, son mode de fonctionnement. Donc, chaque section n'a pas la même façon de recruter des chercheurs. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est vraiment important en postdoc, je trouve, en tout cas quand on prépare ce concours-là, c'est vraiment de se renseigner auprès des gens, des chercheurs CNRS qui sont déjà dans cette section, de comment ça fonctionne, comment ils ont été recrutés, qu'est-ce qu'ils en pensent, et en fait d'avoir une sorte de coaching en fait, alors pas par les membres de pas par les jurys parce que mais ils peuvent pas pour c'est pas éthique. Voilà. Mais par contre voilà, moi par exemple je sais que donc Nejma Goutas qui était donc ma superviseure de postdoc l'année dernière, elle a été pendant quelques années dans ce comité. Elle n'en fait plus partie aujourd'hui, mais voilà, elle a l'habitude en fait de comment ça marche et elle peut du coup m'aider à débriefer. Donc par exemple, elle m'a beaucoup aidé à débriefer les questions qu'on m'a posées. Elle m'a dit alors telle question, je pense que c'était pour te mettre en valeur. Telle question, je pense qu'effectivement dans le dossier c'est un peu faible, donc il faut que tu blindes pour l'année prochaine et tout ça. Et donc ça c'est en tout cas moi je vois pas comment je pourrais aboutir à un dossier bon en fait sans ces petits trucs d'insider quoi. Ouais, bien sûr. Sinon, tu vas reproposer la même chose parce que tu considérais que c'était déjà peut-être quelque chose de qualitatif. Et que tu sais pas comment l'améliorer en fait. Si on te donne pas de feedback sur qu'est-ce qui était pas bien, qu'est-ce qui était un peu faible, tu es là, bon. Je pense que c'est ça, mais ça se trouve, c'est pas ça. Quoi. Du coup, tu as dit l'année prochaine parce que tu vas le repasser l'année prochaine? C'est tout ça l'objectif? Okay. Alors, tous les ans jusqu'à sa mort. Voilà. Alors là, effectivement, je vais repasser le concours de la 31. Ok. Et ensuite, mon objectif, c'est aussi peut-être d'essayer de tenter un autre concours du CNRS, donc de la section 52, qui est une section interdisciplinaire, en gros, relations société-climat. Un truc où il y a ça. Aussi de l'archéo potentiellement qui rentre dedans. Et ça... c'est relations société-climat, un truc comme ça. Ouais. Et la même année, tu peux soumettre à autant que tu veux 2 sections. Ouais. Ok. Tu peux soumettre à plusieurs sections et notamment si vous avez un sujet interdisciplinaire, ça vaut le coup de regarder les sections interdisciplinaires. Okay. Mais par contre, là, je sais que mon dossier actuellement que j'ai proposé à la 31, il ne correspond pas à la section 50. Il rentre pas parce qu'il n'est pas assez interdisciplinaire. Alors, il est interdisciplinaire, mais il est trop spécifique d'un point de vue chronologique et d'un point de vue géographique. Et pour la section 52, je sais qu'il faut que je propose quelque chose de beaucoup plus chronologique en fait. Alors là, je commence à avoir une idée. Parce que c'est ça aussi, en fait, il faut avoir l'idée de ton projet. Ouais. L'année dernière, je n'avais pas d'idée pour la 52. Donc, j'ai reproposé le même, je n'ai pas été prise à l'oral. Mais là, voilà, je commence à avoir une idée un peu plus construite. Du coup, ça fait 2 projets différents pour le même concours à préparer. C'est pas le même concours. Enfin, c'est pas le même concours. Non, mais du coup, ça fait ça, plus chercher des financements pour avoir un postdoc, parce que quand ton contrat s'arrête, t'es dans la merde. Donc très bien. Ça va faire beaucoup de films d'horreur à regarder. Quoi. C'est ça, là. J'espère qu'ils sont en production parce qu'il va falloir en sortir plein de nouveaux. Ça va être il y en a plein qui sont sortis cette année. C'est bien, c'est bon. Tu vas aller dans le plus en plus niche, vraiment. C'est ça. Des films obscurs de la Roumanie, au fond de la Roumanie. Ok, très bien. Bah, écoute, en tout cas, on te souhaite le meilleur pour ce concours-là. Quoi. Merci. Bonne chance, bon courage. Moi, je ne me lance pas encore là-dedans. Est-ce que tu as des questions supplémentaires? Ça fait déjà un peu plus d'1 heure et demie qu'on parle. Ça commence à faire... je pense qu'il y en a qui nous ont quittés en cours. Oui, j'espère pas tous. Est-ce qu'il te reste des questions? Est-ce que j'ai des questions? Non, pas spécialement. Toi, tu as des questions en plus? Non.
Oui. Si je veux passer encore pour celui qui parle d'argent, peut-être est-ce que ce concours-là, il va t'apporter, en plus du fait de plus forcément devoir tout le temps voyager, un confort financier suffisant pour vivre à Paris, par exemple, ou des choses comme ça, ou c'est... Non, elle va C'est s'enfermer au fin fond de la Creuse. Ouais, les têtes. Quand je pose ma question, on me fait des têtes, Elle va aller fouiller dans le Limousin, c'est moi qui te le dis. Alors, oui et non. En fait, ce concours, pourquoi moi je veux privilégier un poste au CNRS, en tout cas pour ma carrière, c'est ce que je souhaiterais dans l'idéal, c'est parce que c'est un poste de fonctionnaire. Et donc, tu n'as plus à te soucier, en gros, de trouver un salaire. Ouais. Et les salaires sont vraiment pas très élevés au CNRS. Enfin, clairement, on est très en dessous de la norme en Europe et dans le monde pour les chercheurs. Mais alors moi, dans un sens, ça me dérange pas tant que je peux vivre confortablement, payer un loyer, pas dans un 3 mètres carrés, comme tu disais, à 18 000 à Paris. À Paris. Voilà, tant que moi, je peux vivre plutôt normalement, sans trop de... Enfin, ça me va, quoi, on va dire. Après, ce qui est compliqué en France aujourd'hui, c'est qu'il y a très peu de financements récurrents. Donc, les financements récurrents, c'est l'argent qu'on donne au laboratoire et qui est ensuite dispatché dans l'équipe. Et en fait, normalement, qui ne nécessite pas d'écrire un appel à projet. Donc, ça, c'est ça qui te permet de faire des recherches justement un peu pilote, plus, un peu plus exploratoire, etc. T'as pas besoin de le vendre à quelqu'un pour avoir accès à l'argent. Il y en a très peu maintenant. C'est très rare. C'est très rare. Et les budgets sont fléchés. C'est-à-dire que si c'est un budget pour des ordis, du matériel, tu peux pas le mettre sur du personnel. C'est ça. Et donc ça, effectivement, c'est compliqué parce que ça veut dire que tu dois continuer à chercher des thunes pour pouvoir faire ta recherche, parce qu'en fait, tu ne peux pas forcément... alors, moi, j'ai beaucoup de chance parce que ma recherche, elle ne nécessite pas nécessairement beaucoup d'argent. C'est principalement des déplacements et pour faire des discussions. Mais après, voilà, j'ai besoin d'un bon ordi et puis normalement, c'est bon. Après, j'ai des collègues qui doivent faire des analyses chimiques et tout ça, mais ça coûte une blinde. Les machines. Moi, je dois indemniser des participants. Si j'ai 200 personnes et que je dois donner 10 balles, déjà, il me faut 2000 balles. Voilà, donc, exactement. Après, il y a les frais de publication, les frais de tout le reste, en fait. Quand tu publies, tu payes. Quand tu vas en congrès, tu payes. Ouais. Alors ça, c'est vrai que moi, personnellement, j'ai décidé, peut-être au détriment d'un certain avancement dans ma carrière, j'ai décidé de ne pas payer pour être publiée, en fait. Je comprends. Je refuse d'être dans le système. Ouais, en fait, j'essaye d'être dans le système, mais sans payer. C'est-à-dire que, par exemple, quand c'est des revues qui te demandent de payer pour faire de l'open access, moi, je préfère que mon article il soit sous embargo pendant 2 ans ou pendant 1 an, parce qu'en fait, en France, au bout de 1 an, je pense, pour les sciences dures et 2 ans pour les sciences sociales, tu es obligé de le rendre accessible. Donc, moi, tant que... même si j'ai ça, en fait, je dis OK. Et puis, du coup, je publie le préprint, c'est-à-dire la version non éditée. Non formatée par les journaux. C'est ça. Mais qui est exactement le même texte, en fait. Et donc, moi, j'ai décidé de faire ça. Après, voilà, c'est un choix, des fois, qui est un peu difficile à assumer, entre guillemets, parce que quand tu vois des collègues qui rentrent et qui ont un certain CV avec des grosses revues payantes. Qui coûtent méga cher, des Science et des Nature. C'est ça, c'est quelque chose qui, évidemment, ça augmente ta visibilité. Ça peut fermer des portes pour toi à ce moment-là. Parce qu'il y a des journaux, ils sont que payants. C'est-à-dire que pour publier dedans, c'est 4000 balles et c'est tout. Je me doute, Et point barre, quoi. Voilà, il n'y a pas de feinte. C'est ça. Et donc, moi, j'essaie de faire... Parce que moi, c'est une question de principe aussi. Je me dis, en fait, ce que je disais tout à l'heure, la société civile me confie de l'argent pour faire de la recherche. J'estime que ma recherche, surtout en préhistoire, je veux dire, à un moment donné, il n'y a pas d'intérêt économique en fait là-dedans, quoi, ou militaire, ou etc. Donc, je considère que tout le monde doit avoir accès à ce que j'ai fait, en fait. Oui. Et voilà, c'est une philosophie que tout le monde ne partage pas, mais moi en tout cas j'essaye de me débrouiller de cette façon-là et de trouver des moyens de publication
qui ne passe pas par le paiement en fait des revues Ok. pour publier. Après, Oui. je publie dans des revues payantes pour le lecteur. Ça, voilà, c'est Mais de toute façon, une autre l'université étape. paye. Donc, Oui, sauf que quand elle peut. elle ne devrait pas parce que Ben non. elle paye déjà le chercheur pour Le faire la chercheur. recherche. Et pour publier. Et Donc, tout le système est un voilà. scam. Oui. Mais oui, on paye 3 fois. Bonjour. En fait, c'est la plus grande arnaque de Ouais, tous les ouais. temps. Ouais, ce c'est les système. plus gros riches Ouais. de l'histoire. Ils se sont fait de la thune en juste Mais je crois qu'ils raquettant ont les plus- chercheurs Ouais, et je crois qu'ils ont plus de bénéfices que les GAFAM. que les GAFAM et Ouais. que genre Walmart, etc. Quoi. Enfin, Enfin, vraiment. en même temps, ils font rien. À part Oui. formater l'article et Oui, chercher en des plus, reviewers. dans des formatages Parce que les reviewers, dégueulasses, c'est faits en sous-traitance en Ouais, Asie. c'est Les réel. reviewers, c'est nous. Oui, en plus. Donc en fait, on fait tout le taf. Donc, tu perds un temps fou. Et j'ai énormément de collègues qui refusent maintenant de reviewer pour ces revues-là. Ouais, ok. Ils disent bah non, vu votre politique éditoriale, je refuse en fait. Ouais, ça se comprend. Ouais. J'espère Ouais. un moyen qui fera Mais quand avancer les en choses. fait, le truc, c'est que quand t'es chercheur titulaire, tu peux te permettre de faire ça. Quand t'es en début de carrière, tu peux pas te Ouais, permettre de faire ça. C'est oui. ça. C'est pour ça que le système il continue de. Exactement. Enfin, c'est sur ces considérations On va clôturer un peu très terribles. positive. Voilà. Non mais Un c'est peu cool. terrible. Sinon, je voudrais juste peut-être finir sur une note positive. Ouais. Vas-y. Moi, j'adore vraiment cette période du postdoc. Je la préfère à la thèse en fait parce que t'es beaucoup plus libre. Tu fais ce que tu veux. En gros, tu travailles sur ce qui te plaît. Et c'est dur parce que effectivement, il y a une précarité qui va avec. Mais moi, en fait, je me suis jamais autant épanouie scientifiquement que maintenant en fait. Et j'ai vraiment une très grande fierté des projets que je mets en place, quand je vois que voilà, les gens autour de mes collègues sont motivés, qui sont en mode ah, c'est génial et tout, on va bosser ensemble, on va faire ça. Moi je suis en mode C'est tout le temps ça. Tu rencontres des gens, ils te font vas-y, tu veux travailler sur ce projet avec moi? Mais Et oui. t'es là, ouais, vas-y, on fait ça. let's go. Bon, au bout d'un moment, faut dire non parce Ouais. que sinon t'es débordé. Mais voilà, je voudrais juste dire que là, on a parlé de beaucoup d'aspects difficiles de cette phase de la carrière, mais qu'en vrai, moi, je trouve que... Enfin, moi, je persévère parce que je trouve tellement de satisfaction dans cette nouvelle liberté qui m'est offerte que en fait, pour l'instant, ça vaut le coup. Je sais que ça peut changer au bout d'un moment. Ouais, bien sûr. Oui, tu auras peut-être des contraintes autres financières, matérielles qui feront que peut-être, ou même de vie Ou de juste famille. quand ou on a marre, au bout d'un moment. Voilà, de lassitude de déménager 15 fois C'est ça. tous les 10 ans. Très bien. En 10 ans. Moi, je pense qu'on va skip les recos. Parce que, Sauf si t'en as une. On a parlé depuis Un petit très film d'horreur, longtemps. là. Sauf si t'as Un film d'horreur super pour quand tu veux pas penser au projet CNRS. Moi, le film qui m'a le plus marqué cette année, parce que je l'avais jamais vu, c'est L'Exorciste. Ok. Meilleur film, en fait. J'adore ce film. C'est un film hyper subversif et hyper profond, en fait. C'est un film sur l'errance médicale Ok. et sur le doute dans la foi. Hmm. Et j'ai adoré. C'est vrai qu'il traite quand même pas mal de thèmes avec une musique fantastique également. Ouais, de ouf. Très bien. Bon, nous, on va skipper Nous, les on va notes. skip. De toute façon, j'avais pas d'idée de Très bien. pour de vrai. Comme ça, c'est fait. Je les garde pour tout à l'heure. Où c'est qu'on peut nous retrouver, du coup, si on veut nous écouter? Si on veut nous écouter, on peut nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. J'ai répété 1500 fois ce truc. Ça se voit pas du tout. Notamment, en ce moment, on est plus écouté sur Apple Podcast. Donc, Très Apple bien. Podcast, que je dis en premier, du coup. Deezer, Podcast Addict, etc. Spotify. Ah oui, j'ai dit Deezer. J'avais pensé à Spotify, j'ai dit Deezer. Bon, voilà. Et même sur Ocha, d'ailleurs, l'hébergeur. Et si jamais vous avez aimé les épisodes ou que vous aimez le podcast, vous pouvez mettre des notes sur certaines applications, mettre des commentaires, partager les épisodes. On peut aussi nous retrouver sur Instagram où je mets des publications de temps en temps pour dire quand un épisode est sorti, pour prévenir les gens si vous voulez venir parler de votre thèse dans le podcast. Et des fois des conneries, beaucoup de conneries, pour alimenter. On a aussi un Discord qui n'est pas très utilisé, mais qui a le mérite d'exister. Pareil, qu'on peut retrouver sur la page Instagram. Et voilà. Très bien, parfait. Merci beaucoup, Anaïs, pour être Merci à vous de m'avoir invité. venue nous faire cette suite. Je pense que c'est Un hyper petit- intéressant parce que c'est... Les important de doctorants parler de actuels, c'est ça. ils doivent se dire qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce qu'on après fait et est-ce après, que le postdoc, c'est vraiment
Ça va, Anastasia? Voilà, Je pense que c'est typiquement, un- doctorat actuel. Un épisode très long, mais il y a beaucoup de choses intéressantes, je pense, pour les auditeurs. Donc, on espère que vous avez apprécié l'écoute. Et nous, on vous dit à la prochaine dans un nouvel épisode. À bientôt. Salut!